Bonjour, bonjour, Bonjour. Bonjour. bienvenue. Donc, nous sommes ravis de vous accueillir pour cette conférence introductive des Assises de la pédagogie à Brest. Alors, nous avons un animateur, un conférencier qui est là-bas. Vous voyez sa petite, chez moi, sa petite vignette, elle est en haut à gauche. Mais peut-être c'est différent. Je suis ici. Pour vous, voilà, Jean-Charles Caillez est là. Je voulais lancer officiellement cette conférence, cette web conférence introductive des Assises de la pédagogie, dont le thème est cette année la coopération. On a la joie d'inviter Jean-Charles Caillez qui va nous faire un topo autour de la classe renversée. Et son topo sera tout à fait particulier, c'était indiqué sur le site des Assises, puisque c'est une conférence interrompue, donc une modalité tout à fait particulière. Donc vous allez voir, on va vous expliquer les règles du jeu. Donc merci beaucoup Jean-Charles d'être avec nous ce soir. Je refais mon petit topo, donc c'est le clap d'ouverture des Assises. Ce clap d'ouverture se déroule la veille, en fait, le grand jour c'est demain. La thématique de ces assises, c'est la coopération. Et il nous a semblé opportun de montrer comment on peut aussi coopérer à distance, puisque en lien avec ces coopérations, il y a aussi en ligne de crête des mobilités virtuelles. Et donc, le sujet que va aborder Jean-Charles ce soir est tout à fait inspirant, en fait, pour les dossiers qui vont nous occuper à l'UBO. Donc, voilà, ça nous a semblé tout à fait intéressant. Donc, cette classe renversée dont je ne vais rien dévoiler pour le moment, c'est toi qui as l'honneur de faire ça. Et puis, juste un petit mot sur la modalité qui sera particulière. C'est une modalité de conférence interrompue, mais que Jean-Charles aussi va vous expliquer. Et vous pouvez déjà me poser des questions, puisque moi, dans ma méthode renversée, les étudiants on commence par des questions souvent. Waouh, tu prends des Est-ce risques. que, non, mais est-ce que par exemple, il y a des petites questions à l'oral comme ça, parce qu'après on utilisera le chat, mais est-ce qu'il y a déjà des petites questions qui vous viennent en tête, puisque moi j'ai pas de texte, hein, donc je pourrais adapter aussi. J'ai des dessins, vous verrez. Ma conférence elle est dessinée, mais Oui, il bon. n'y a pas de texte, oui. Il y a Jacques qui a une question. Oui, Bonjour, ouais. Ben, je veux bien en oui. risquer une, hein, parce que je suis toujours un peu perdu dans les termes renversé, inversé. Ah. Alors peut-être une première question, qu'est-ce que veut dire l'un et l'autre? Ah, très bien. Bah, c'est une bonne question. Je vais y répondre, mais vous verrez, il y a beaucoup d'adjectifs. On appelle des classes inversées, renversées, puzzle, mutuelles, flexibles. Il y a beaucoup d'adjectifs parce que souvent il y a une particularité. Mais le point commun de toutes ces classes, c'est qu'elles sont collaboratives. Donc en fait, si on ne veut pas trop se perdre dans les adjectifs, mais la mienne, elle est particulière parce que vous le verrez, elle est renversée parce que les profs et les élèves changent de rôle et le cours n'est pas écrit en fait. Le prof n'écrit pas le cours. Et c'est ça qui est original. En fait, ma classe renversée, vous le verrez, c'est une typologie de classe inversée, mais très particulière. Quel teasing, mais c'est terrible. Ouais. Au début, je l'avais appelé la classe en do it yourself, après les anglicismes. Et j'ai fait une conférence à Montpellier la semaine dernière et ils ont dit, mais votre classe, elle est finalement agile hybride. Donc, voilà, ils ont trouvé d'autres noms. Mais après, mes étudiants l'appellent la classe bizarre. Ça ne m'étonne pas. Ah ouais. Mais ils ont pas moins tort que moi. Ouais. Est-ce qu'il y a une autre question qui vous vient une question ou une attente, hein? Peut-être une attente plutôt qu'une question, parce que Ouais, si ou les une gens attente, commencent à ouais. déjà te poser des questions. Ouais, une attente par Moi, rapport j'aurais à. bien une question. Oui. Est-ce que cette façon d'enseigner est adaptée à tous les niveaux et puis les tailles de groupe ou c'est ça? Ah ouais, très bonne question. Donc moi, vous allez le voir, ce sont des étudiants en troisième année de licence. C'est de la biologie cellulaire, enfin c'est de la génétique. Mais ça, c'est ce que je pratique. Mais nous, on la pratique dans tous les domaines, lettres et sciences humaines, droit, même en théologie. Et j'en ai qu'une. Même en théologie. Et on la pratique aussi en école primaire, collège, lycée, formation continue, avec des adaptations. Donc, et puis pour des groupes de tailles différentes. Donc là, ce que je vais vous montrer, ce sont des groupes des classes de 70 à 80 étudiants. Mais j'ai des méthodes avec des amphis de 150 à 200 étudiants aussi.
où Ok, là, les exercices sont différents. merci. Et demain, je vais faire très fort parce que demain, je vais faire ça sera mon record avec 701 personnes, 400 en présentiel et 300 à distance. Donc là, c'est vraiment de l'hybride commodal. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner, on verra. Tu prends des risques, hein, tu prends des risques. Oui, j'ai déjà fait avec 200 ou 300, je ne sais plus, mais Ouais. avec 700, non. Mais après, il faut adapter. On en parlera. Hein. Plus il y a d'études, enfin, selon les contextes, ça peut être plus ou moins difficile d'utiliser ces méthodologies, mais ce n'est pas impossible. Alors, quelques mots sur toi. Donc, Jean-Charles Caillès est un hacker pédagogique et un manager de l'innovation. Titulaire d'une habilitation à diriger des recherches, d'un doctorat en sciences biologiques et d'un executive MBA, il est professeur de biologie cellulaire et moléculaire à l'Université catholique de Lille. Tour à tour vice-recteur, doyen et chargé de recherche pendant 18 ans à l'INSERM, puis à l'Institut Pasteur de Lille. Il est aujourd'hui directeur d'Hémisphère, donc c'est une société dont tu auras peut-être l'occasion de nous parler, et vice-président innovation de son université. Il accompagne en favorisant la transdisciplinarité, il accompagne les enseignants désirant pratiquer de nouvelles formes de pédagogie, donc la classe inversée ou la classe renversée ou tout ce qui est mobilité virtuelle, etc. Il participe à la communautés apprenantes, à la construction de communautés apprenantes dans le domaine de l'éducation et aussi dans celui du management et de l'entreprise. Il utilise pour cela des méthodes de créativité et des outils de travail collaboratifs, donc tout ce qui est co-design, design thinking, coworking, etc. Et tous ces outils sont liés à l'intelligence collective et favorisent chez les acteurs des changements de posture. Donc, merci encore de participer à cette 6e édition, donc qu'on ouvre officiellement. Et je te donne la parole, Jean-Charles, pour nous expliquer comment va se dérouler concrètement cette conférence interrompue à laquelle vous êtes pour l'instant 44 participants. Merci Catherine pour ce CV un peu long. Je ne répondrai pas aux questions sur mon CV. Par contre, en t'écoutant, puisqu'on parle d'intelligence collective, ça pourra nous permettre dans les échanges de comparer l'intelligence collective à l'intelligence artificielle, puisqu'on l'utilise aussi dans nos enseignements, les deux. Et c'est peut-être quelque chose que je n'avais pas en tête au tout début, mais ça me permet de rebondir sur ta présentation. Donc, Ouais. je remercie l'Université de Bretagne occidentale et Brest en particulier pour m'avoir invité. Je vais vous donner donc je vais partager mon écran et vous parler de classe collaborative. C'est vrai que je vais plutôt illustrer avec la classe renversée, mais ne soyez pas trop perturbés par le terme renversé. Vous allez voir, c'est une méthodologie en particulier, mais elle a beaucoup de points communs avec des choses que vous faites sans doute déjà en termes de collaboration avec vos étudiants, sauf que ce qui peut être la particularité chez moi, c'est que je pousse un peu plus dans le cours, ça se passe dans le cours magistral, vous allez le voir, et pas dans les travaux pratiques ou travaux dirigés. Donc, je vous donne le mode d'emploi de cette conférence, puisqu'elle est interrompue. Qu'est-ce qu'une conférence interrompue? À tout moment, vous pouvez interrompre le présentateur, le speaker. La conférence va durer 50 minutes à peu près. Elle dure en moins d'1 heure, 50 minutes, mais parce que vous pouvez l'interrompre à tout moment. Il y a deux façons d'interrompre cette conférence. Quand vous avez une question, vous pouvez avoir une question en particulier, c'est plutôt de l'interrompre par des questions. Les remarques, elles peuvent arriver par la suite. Des petites questions qui amènent des réponses assez courtes. Il y a deux façons d'interrompre cette conférence. Vous pouvez lever la main, et là, c'est Erwan qui va vous repérer. Donc, je prends des prénoms au hasard. Si, par exemple, Barbara, Jacques ou Isabelle lèvent la main, à tout moment, Erwan peut attendre que j'ai juste me couper dans ma phrase ou attendre que ma phrase se termine et m'interrompre en disant « Jean-Charles, j'ai une question d'Erwan, j'ai une question de Pascal, et Pascal pose sa question à l'oral. » Voilà. Moi, je vous engage, s'il vous plaît, à interrompre comme ça, c'est-à-dire en levant la main avec réaction, parce que du coup, ça met votre vignette en haut à gauche, et du coup, Erwan vous voit. Donc, Erwan, lui, va sélectionner au hasard des mains qui se lèvent et vous donner la parole. Il ne pourra pas donner la parole à tout le monde. Donc, ce que je vous conseille, c'est que
toutes les questions que vous avez, vous les rentrez dans le chat, parce que dans le chat, c'est la deuxième chance. La deuxième chance, c'est Catherine qui prend la main et qui dit bah, « Moi, j'ai une question de Béatrice ou une question de Thomas », mais à ce moment-là, c'est Catherine qui pose la question. Donc, quand vous êtes interrogé à l'oral, quand c'est Erwan qui vous interroge, on entend votre voix, vous utilisez le micro. Par contre, quand c'est Catherine qui repère des questions sur le chat, c'est elle qui les pose directement, ce qui lui permet d'agréger éventuellement 2 ou 3 questions en disant, voilà, il y a 2 ou 3 questions sur la même thématique, ça permet de satisfaire plus de personnes. Et ensuite, à la fin de notre conférence, il va nous rester 20-25 minutes, une petite demi-heure. Là, on pourra revenir sur les questions non traitées, vous pourrez reprendre la parole, et puis on essaiera de faire le maximum de choses. Voilà, donc ça, c'est ce que vous avez à faire de votre côté. De mon côté, moi, j'ai 2 façons de répondre à vos questions. Soit je sais que je vais y venir, donc je peux très bien être assez court en disant, bah oui, ça arrive, la réponse, elle arrive, elle est prévue. Et si ce n'est pas le cas, de vous dire de m'arrêter 2 minutes ou 3, puis de répondre à cette question en particulier, parce qu'elle sera liée avec la conférence, enfin, le moment où je serai arrivé de la conférence. Voilà, donc je partage mon écran. Est-ce que vous voyez, est-ce que c'est OK pour vous? C'est OK pour moi, je pense pour les Est-ce autres. que vous voyez des fourmis sur un échafaudage? Oui, tout à fait. Oui. Et bien voilà, je vous présente mes étudiants. Et non seulement ce sont mes étudiants, mais l'un d'entre eux, c'est moi. Mais je ne vous dis pas lequel pour l'instant. Donc, la thématique que j'ai préparée avec l'équipe de Brest, c'est de vous parler un peu, d'essayer de répondre à la question comment rendre son cours plus collaboratif, à la fois en présentiel et en distanciel. Donc, vous allez voir, je vais parler peut-être 2 tiers de présentiel, 1 tiers de distanciel, mais il y a des types d'exercices qui se font des 2 côtés. Hein. Il n'y a pas une rupture franche entre les deux. Donc, je profite aussi du début pour vous dire que tous les dessins sont originaux, on les fait en classe. Je les fais avec un collaborateur qui s'appelle Charles Hénin, et on travaille même avec les étudiants. Il y a aucune, enfin, il y aura quelques photos, vous verrez, mais rien n'est copié-collé, ni de l'intelligence artificielle, ni de Google ou autre. Ici, vous voyez un enseignant qui fait son cours, c'est le côté un peu transmissif. Ça, c'est ce que j'ai fait pendant 25 ans, donc à l'université, en fac de médecine, en école d'ingénieur. Et c'est un mode d'enseignement que j'aime bien. Donc, vous ne m'entendrez pas pendant ce moment d'échange vous dire qu'il faut absolument innover, renverser sa classe, l'inverser, parce qu'il faut arrêter le cours en classe. Non, moi je pense que le cours magistral est très performant. Peut-être qu'il y a une façon différente de le travailler. D'ailleurs, si vous regardez l'élève au fond de la classe, le 3e à gauche, lui, on ne sait pas s'il rêve ou s'il est complètement passionné par ce que dit le prof. Moi, quand j'avais son âge, j'adorais les cours magistraux, donc j'étais plutôt comme lui, j'absorbais les cours. Par contre, vous voyez, il y a peut-être 2 tiers des élèves qui se disent, ou alors ils étaient attentifs au début et ils le sont plus à la fin. Donc, ce que j'ai essayé de faire dans ma classe renversée, et vous allez voir qu'elle est un peu différente d'une classe inversée, classique, ce que j'ai essayé de faire, mon objectif, parce qu'on ne va pas innover juste pour innover, ce que j'ai essayé de faire, c'est de stimuler les interactions entre les élèves, parce que je trouvais que beaucoup d'entre eux étaient consommateurs. Donc moi, dans mon université, j'ai au moins la moitié de mon amphi qui est consommateur. Quand je dis la moitié, des fois c'est plus. Ils grattent leurs cours, ils écoutent le prof, ils apprennent leurs leçons, ils essayent de mémoriser pour l'examen, et ils ne sont pas assez acteurs de leurs apprentissages. Et surtout, ce qu'on appelle les bons élèves, entre guillemets, enfin, ils sont tous bons les élèves, mais ceux qui ont plus de facilité, ils n'ont pas forcément envie d'aider les autres parce qu'il y a ce côté un peu individuel ou compétitif. Donc, pour stimuler cette interaction et favoriser aussi un peu les apprentissages, j'ai proposé aux étudiants de mettre en pratique l'adage suivant, et je fais ça depuis 10 ans maintenant, qui dit que la meilleure façon d'apprendre, c'est d'enseigner. Donc, j'ai dit aux étudiants, voilà, c'est un cours de génétique, c'est vous qui allez me l'enseigner. Donc, c'est vous les profs et c'est moi l'élève. Donc, depuis 10 ans, quand vous rentrez dans ma classe, il y a 70 à 80 profs et un seul élève. Donc, c'est pour ça que je l'ai appelé renversé. On a renversé les rôles, alors que les classes inversées,
même si il y a différentes typologies, hein, Marcel Lebrun vous dirait, donc un enseignant-chercheur à Louvain, il y a au moins trois niveaux de classe inversée selon qu'il y a de l'interaction entre les élèves et l'enseignant. Mais dans les classes inversées, en général, il y a le cours. Le cours existe puisque c'est un cours magistral. Alors que moi, ce qui surprend, c'est que dans ce cours de licence de génétique en licence, il n'y a pas de cours. Pourtant, c'est le cours magistral. Les étudiants ensuite font des travaux pratiques, des travaux dirigés. Mais ce sont les étudiants qui vont co-construire le cours. Donc les élèves vont fabriquer le cours, écrire le cours, faire le plan du cours. Ils vont faire le cours au tableau, pas tout le cours parce qu'ils n'ont pas le temps. Et vous allez le voir, par la suite, ce sont même eux qui vont construire les contrôles continus et les examens. Donc le jour de l'examen, les étudiants ont construit la totalité, je dirais, de la production, le cours, les questions, les réponses. Donc, c'est peut-être un teasing, à voir comment je m'organise. Donc pour faire cela, je travaille avec des équipes. Donc, ce que je vous montre, je le rappelle, hein, ce n'est pas pour que vous fassiez la même chose dans vos enseignements, mais il y a des choses qui vont vous perturber et il y a d'autres choses dont vous allez vous dire, tiens, ça c'est adaptable, ou alors je le fais déjà. Par exemple, puisqu'il n'y a pas de cours et que les étudiants doivent construire le contenu du cours de génétique, eh bien, je les fais travailler en équipe. Et ce sont des équipes de 6. C'est un chiffre un peu magique, 6. Comme l'a dit Catherine tout à l'heure, on s'est formé aux méthodes de design thinking, co-design, de brainstorming avec des entreprises ou des collègues, enfin dans nos activités. Et quand on fait des équipes de 6, ça fonctionne assez bien. Et les équipes ne sont pas constituées au hasard. Donc, on mélange bien les étudiants, garçons, filles, selon qu'ils aient des niveaux scolaires, des élèves qui ont des très bons niveaux scolaires, d'autres moyens, d'autres qui sont beaucoup plus faibles. Et on pousse même jusqu'à séparer les affinités. Donc, je construis les équipes. Moi, je ne connais pas les étudiants, mais je construis les équipes avec ma collègue qui les connaît en L2, qui les a depuis 1 an. Donc, on construit des équipes où il y a toutes les complémentarités de profil et on sépare les affinités. Et c'était une idée au hasard au début de séparer les affinités. Et on s'est rendu compte que c'était très performant parce que chaque étudiant ou étudiante a son meilleur ami ou sa meilleure amie dans une autre équipe. Donc, la collaboration entre les équipes est optimale. Moi, je déconseille, quand on veut faire produire des choses à des élèves, de leur dire de se répartir par affinité. Alors, j'ai des exercices où ils peuvent se mettre par affinité. J'ai toute une boîte à outils. Pour certains exercices, ils se mettent comme ils veulent. Mais quand on laisse les étudiants se mettre par affinité, on observe que la qualité du travail ou la vitesse d'exécution est différente d'un groupe à l'autre. Alors que quand on constitue les groupes, bien sûr, il y a une méthode, il faut leur proposer des exercices en particulier, eh bien, tous mes groupes produisent à la même vitesse. Donc, il n'y a pas de cours. Comme il n'y a pas de cours, eh bien, ils sont connectés. C'est du numérique. On peut faire des classes renversées sans numérique. Donc, on peut faire ça avec des ouvrages, des polis. Donc, mais c'est beaucoup plus intéressant de le faire avec du numérique. Donc, les étudiants se connectent. Alors, ils ont un large choix. Ils ont accès à Wikipédia, Google. On a une bibliothèque numérique en réseau. Enfin, on leur apprend le tri et le discernement. Donc, ils ont des modules aussi qui les forment à cela. Et puis, depuis 6 mois, ils ont ChatGPT qu'ils utilisent de plus en plus. Donc, les étudiants sont connectés et ils vont écrire le cours. Et pour cela, ils vont utiliser on utilise un Google Drive, un document une plateforme collaborative, mais on peut utiliser d'autres outils. Et là, le principe, c'est le suivant. On attribue un chapitre à chaque groupe et je donne juste le titre du chapitre. Par exemple, dans mon cours, les chapitres s'appellent structure des acides nucléiques, réplication, mutation, transcription, le code génétique, modification post-transcriptionnelle. Donc voilà, c'est des titres un peu de ce type-là. Il y a aussi des chapitres sur les modes d'infection viraux, des virus et autres. Je leur donne juste le titre du chapitre. Imaginez que je sois un prof d'histoire géo, puis que je fasse la même chose en histoire et que je leur dise on va faire un cours sur Napoléon. Bon, il y a une équipe qui va faire Bonaparte, une autre les 100 jours, une autre Waterloo, une autre Austerlitz. Voilà, donc on attribue. Et ils construisent eux-mêmes le plan. Donc ils construisent le plan doit être validé. Donc moi je valide les plans en disant
Voilà, ça peut me convenir. Et ils vont écrire le contenu du cours et ils doivent le référencer. Donc, ils écrivent le contenu du cours sur le document collaboratif et ils le référencent. Monsieur P, Oui, excusez-moi, il y a Catherine qui voudrait vous parler. oui, Catherine. Oui, je voulais montrer l'exemple parce que tu parles, mais ce serait bien que les gens posent des questions et je suis certaine qu'ils Vas-y, ont des questions à te poser. pose-moi déjà une question là-dessus. Oui, Moi, je voulais te poser une question, mais sur parce que un sujet que tu as un peu abordé plus tôt, tu as dit que tu constituais, enfin, c'est toi qui constituais les groupes, que tu ne laissais pas les étudiants se mettre par Ouais, affinité ou pour par hasard. produire les chapitres. Oui. Ouais, et j'aurais besoin de savoir comment tu t'y prends. Eh bien, c'est ma collègue qui fait ça. Donc, je lui dis, moi, je veux des groupes de 6 avec des typologies différentes. Et donc, par exemple, je ne sais pas, moi, si j'ai 12 équipes, en ce moment, j'ai 12 équipes, ben, elle va prendre, par exemple, les élèves, les 12 meilleurs en résultats scolaires, et puis les 12 moins bons, déjà, on les répartit. Après, elle va mixer les garçons et les filles. Voilà. Et je dirais, à la fin, on constitue des équipes où on trouve toutes les typologies. Elle connaît les étudiants. Moi, je ne peux pas le faire parce que je ne les connais pas. Et ça, c'est vraiment important si tu veux qu'il y ait une production. Si vous voulez faire travailler des étudiants en groupe pour produire des choses, et si vous désirez que les productions avancent à la même vitesse, ça m'évite que le chapitre 1 il soit terminé par l'équipe 1, alors que le chapitre 10, il est à peine commencé par l'équipe 10. Et puis, ça m'évite d'avoir un chapitre hyper construit, bien fait, de qualité, et après avoir un autre chapitre qui n'est pas du niveau de L3. Donc ça, c'est pour de la production. Par contre, quand je veux faire interagir mes élèves, ils doivent réagir, challenger, produire des questions. Là, ils peuvent se mettre comme ils veulent, parce que ça m'est égal qu'il y ait un groupe qui produise 25 questions alors qu'il y en a un autre qui en produit 3. Ok. Merci. Et Madame Delavaux voudrait parler aussi. Oui. Merci de mettre votre micro. Oui. Alors, pour la maîtrise du temps, comment cela se passe? Ça rejoint un petit peu l'autre question, mais tout de même, donc, vous faites toujours par séance de 50 minutes ou Non. vous faites plus ou vous faites moins? Alors, j'ai des cours avec des séquences d'1 heure, mais en général, j'ai des séquences de 2 heures. Donc, les cours durent 2 heures, il n'y a pas de pause. Les étudiants, par exemple, un cours a lieu de 8 heures du matin à 10 heures. Les étudiants rentrent à 10 heures, rentrent à 8 heures, ils sortent à 10 heures. Et le cours est découpé. Par exemple, les 5-10 premières minutes, je leur propose toujours un exercice. Je vais vous en montrer quelques-uns par la suite. Mais en gros, c'est des exercices qui mettent en énergie et qui permettent d'alimenter le cours. Alors, ils ont des noms un peu bizarres, ces exercices. Ils peuvent s'appeler tableau tournant, QCM inversé, tricherie obligatoire, ping-pong, battle, enfin, je leur ai donné des noms. C'est des exercices qui durent 5 à 10 minutes. Et quand les 5 à 10 minutes sont passées, les étudiants travaillent en équipe. Je vais vous les montrer, vous allez les voir. Ils travaillent en îlot, en équipe. Ils sont libres d'organiser le temps comme ils veulent. Donc, ils peuvent rentrer, sortir. Ils sont autonomes par équipe. Et puis, de temps en temps, j'arrête la classe renversée. Je vais vous montrer un exemple. Et là, je fais un petit cours magistral de 10 minutes. Jamais plus d'1 quart d'heure, 10 minutes. Et ça me permet de donner du fond sur des parties où ils ont des difficultés. Et puis, vous le verrez, ça sera mon dernier dessin. Je termine toujours le cours par une évaluation. Puisque ce sont eux les profs et que c'est moi l'élève, ben, ils vont noter le prof. Et donc, depuis 10 ans, tous mes cours sont évalués. Chaque séance de cours, vous allez voir la méthode que j'utilise. Les étudiants évaluent le prof, évaluent ce qu'ils ont aimé ou pas aimé de la séance. Voilà, donc vous voyez, les étudiants utilisent un document collaboratif. Alors, ce qui peut perturber, c'est que le copier-coller, non seulement il est autorisé, mais il est conseillé. Donc, moi, je conseille le copier-coller, mais le copier-coller intelligent. C'est-à-dire qu'ils vont copier-coller dans le cours des paragraphes ou des textes de petite taille qui doivent être compréhensibles par tout le monde. Parce que, comme c'est un document collaboratif, dès qu'un groupe rédige ou veut gagner du temps des parties du chapitre en copiant-collant des choses qu'il ne comprend pas, ou si ce n'est pas compris par les autres groupes, c'est surligné automatiquement. Donc, quand un groupe veut gagner de la vitesse et veut remplir une page,
Alors, je leur donne un format, hein, ils ne font pas des chapitres de taille infinie. Je leur dis, voilà, 20, 21 pages, autant de schémas. Donc, ils ont un cadre. Et si un groupe veut gagner du temps et que ce qu'il produit n'est pas compris par les autres, ou alors pas compris par moi, parce que je vous rappelle que je suis le seul élève de la classe, donc je peux poser des questions, eh bien à ce moment-là, ce qu'ils ont produit disparaît. Donc s'ils veulent être performants, ils ne doivent construire que des choses compréhensibles par tout le monde. Astre qui voudrait parler. Oui. Vous avez dit tout à l'heure que parfois, vous faisiez un mini-cours, enfin un magistral de 10 Oui. minutes, mais comment ça s'organise dans la mesure où ils ne travaillent pas tous le même sujet? Je n'arrive pas à voir comment ça s'articule. Parce que quand je dis que je fais un cours magistral, c'est pas un cours, je le fais de façon magistrale, mais je traite un point, une question. Donc, les élèves, vous voyez le dessin et vous allez les voir en quelques vraies photos. Ils sont en îlot, ils travaillent. Donc, moi, je passe d'un groupe à l'autre. Imaginez que je sois devant ce groupe-là et qu'il y a un moment donné, je m'aperçois que sur un point très important, un fondamental du cours, ils ont des difficultés, je le note. Et puis, je me réserve la possibilité, quand j'ai un cours de 2 heures, je leur propose, s'ils le veulent, en général ils le veulent, d'arrêter la classe renversée, de l'arrêter 15 minutes. Et là, c'est comme s'ils envoyaient au tableau leur meilleur élève. Et le meilleur élève va leur dire ce qu'il a compris de cette partie-là. Et je peux vous dire que quand je fais 15 minutes ou 10 minutes de séance magistrale dans une classe renversée, j'ai 100% d'attention. C'est-à-dire que les 80 étudiants m'écoutent religieusement parce qu'ils savent que ce que je vais leur dire pendant 10 minutes, un quart d'heure, s'ils ne le captent pas, ça va leur prendre 2 à 3 heures pour le trouver par eux-mêmes. Et quand je vous dis 100% d'attention, je n'invente pas ce chiffre, hein. J'ai une doctorante qui travaille avec moi et qui étudie la motivation et l'engagement des élèves dans des classes collaboratives. Donc, elle fait des observations et elle publie des articles scientifiques sur ces méthodes. Donc, vous voyez, mes étudiants, ils sont en train de travailler ici. Admettons, là, devant vous, vous avez l'équipe 5 qui travaille sur le chapitre 5, l'équipe 6 qui travaille sur le chapitre 6, et après, les chapitres vont tourner. Donc, le cours est organisé sur 13 semaines. Enfin, j'ai 12 plus une semaine, et je les ai 2 heures par semaine. Donc, c'est un cours qui fait 24 à 26 heures. Donc, les 4 à 5 premières semaines, on produit le cours, et après, on va le challenger, faire tourner les chapitres. Ici vous avez mes vrais étudiants. Donc, ils sont 70, hein, il y en a certains derrière moi, c'est pour ça que vous ne les voyez pas tous. C'est des équipes de 6. Ça, c'est une photo que j'ai prise il y a 1 an et demi, il y avait encore les masques. Donc là, vous avez une phase de production. Donc, pendant la phase de production, ils sont en train de produire des chapitres. Donc, il y a des moments, ça peut durer 10 minutes, un quart d'heure, des fois une demi-heure. Ils sont très studieux, ils travaillent, ils sont connectés. Ici, vous avez aussi d'autres types d'exercices, des phases de discussion, de challenge. Là, je n'ai pas trop le temps de tout expliquer, mais je vous donnerai des références et vous pourrez voir toutes ces méthodologies. J'ai tout publié. Le mode d'emploi est accessible sur mon blog. Donc là, vous avez par exemple, vous voyez dans le fond à droite. Je t'interromps. Oui. J'ai une question dans le chat. Serait-il de Florence, serait-il possible de connaître le nom de la doctorante pour consulter et lire ses travaux? Oui, elle s'appelle June Shrishinda, c'est une américaine, elle va soutenir sa thèse. Donc là, je laisserai mes coordonnées à la fin et vous m'envoyez un mail. Et en général, la malheureuse, je dirais, elle est sollicitée parce qu'à chaque fois, je cite son nom et elle me dit, à chaque fois que tu fais une conférence, je reçois des mails et je dois interagir, mais elle le fait avec grand plaisir, donc il n'y a pas de problème. Ok. Elle peut même répondre en anglais puisqu'elle est américaine et française, elle parle français couramment, donc vous pouvez aussi l'interroger en anglais si vous voulez. Et donc, si vous voyez par exemple ici, dans ce moment-là, il y a un groupe qui discute, et puis dans le fond à droite, il y a un autre groupe qui travaille sur des tableaux. Vous allez voir que j'utilise aussi des tableaux. Ici, par exemple, les 5 à 6 élèves que vous avez devant vous, je ne me souviens plus, ils ne sont pas forcément de la même équipe, parce qu'il y a des moments, je mélange les étudiants. Donc, par exemple, il y a des étudiants qui changent d'équipe pendant une demi-heure, 3 quarts d'heure pour aller voir ce que les autres font. Il y a beaucoup d'interactions entre les équipes. Et ce que je fais là, je le fais en distanciel, je ne le fais pas qu'en présentiel. Et je l'ai fait d'ailleurs, comme tout le monde, pendant la pandémie, entièrement en distanciel. Voilà, là, vous avez un type d'exercice qui marche assez bien. Enfin, là aussi, j'ai une boîte à outils. J'utilise des rotations, des ventilations, des tableaux tournants. Donc, je vais vous donner un petit exemple, comme ça, vous allez comprendre. Admettons que je pose une question à mes 70 profs. Je m'aperçois que sur un point du cours, ils ne sont pas très bons. Donc, comme je suis un bon élève, je leur pose une question et je leur dis, j'aimerais bien qu'en 10 minutes,
vous, les 80 profs, vous me répondiez à cette question. Et donc, ils vont aller chacun sur un tableau. Alors, on peut utiliser aussi une plateforme, hein, on le fait à distance. Ils vont sur un tableau et je leur demande, par exemple, je ne sais pas, moi, je leur demande, expliquez-moi comment fonctionne un vaccin à ARN messager. Voilà. Et donc, ils vont commencer à faire le schéma, ils sont connectés, et toutes les 3 à 4 minutes, je les fais changer de tableau. C'est-à-dire que l'équipe 1 qui avait commencé à répondre sur le tableau 1, eh bien, au bout de 3 à 4 minutes, elle passe sur le tableau 2 et elle continue à répondre à la même question, mais en complétant un schéma qui a été fait par une autre équipe. Donc, ce que je peux faire, c'est que je peux poser la même question à tout le monde et en faisant tourner les équipes, eh bien, chaque équipe enrichit le travail des autres. Mais je peux aussi, si je le veux, poser des questions différentes. Par exemple, ici, j'ai posé des questions différentes. Donc, ce jour-là, j'étais en forme. Je suis arrivé, j'avais 12 équipes. J'ai dit, écoutez, j'ai 12 questions à vous poser. Et donc, chaque équipe a eu une question. Chaque équipe a travaillé sur une question. Et ensuite, il n'y a qu'un seul élève qui est resté devant le tableau. Donc, si vous voyez, par exemple, les 5 étudiants les plus proches de vous, le garçon qui est à droite, celui qui a des lunettes à droite, qui est de profil, c'est lui qui est resté, et les 4 autres étaient d'une autre équipe. Et donc, les élèves produisent des réponses à une question, et ils vont écouter les réponses des autres. Alors, je peux vous dire qu'ils n'ont pas le temps de faire tous les tableaux, donc forcément, hein, mais l'intelligence que j'essaye de susciter, de stimuler en eux, c'est la suivante. Je leur dis, on va prendre un quart d'heure pour répondre à 12 questions, et après, vous allez vous déplacer pour aller voir des réponses. Mais n'allez pas vers des tableaux où il y a une question dont vous connaissez la réponse, parce que vous allez perdre du temps. Donc, s'il y a 12 tableaux, et c'est le cas, et qu'on a le temps d'en faire 3, eh bien, allez vers les 3 tableaux où la question est plus compliquée pour vous, parce qu'ensuite, chaque groupe va capter sa réponse, on fait des photographies, ils le mettent dans leur chapitre. Donc, tout ce que vous n'avez pas eu le temps de faire en présentiel, eh bien, vous allez pouvoir l'utiliser en distanciel. Ici, c'est pareil. Ça, c'est une autre équipe, hein, ce n'est pas les mêmes élèves. Ici, ce sont des masters. En plus, ça, ce sont des masters internationaux. Donc, ils sont de 12 pays différents. Il y a des Indiens, des Mexicains. Et là, on a utilisé plein de méthodes. Il y a des groupes qui préfèrent utiliser les projecteurs, d'autres l'ordinateur, d'autres les schémas. Mais le principe, c'est un peu le même. C'est une classe renversée en microbiologie. Mais là, ce sont des cours un peu plus courts. Hein. Ce sont des cours plus longs. Ce sont des cours qui durent 4 heures, mais j'ai les élèves que 2 ou 3 fois dans l'année. Donc, je les ai un peu moins souvent. Mais les exercices sont à peu près les mêmes. Voilà. Donc, si vous n'avez pas de questions sur cette partie-là, je vais vous montrer un peu comment les élèves vont au tableau. Alors, Oui. Si moi j'ai une question dans le chat, c'est Vas-y. Bénédicte qui pose la question suivante. Comment s'assure-t-on que les réponses construites par les étudiants sont correctes? Je ne contrôle pas. Je ne contrôle pas. Et ça perturbe les profs. Je ne donne pas de correction. Donc, je ne corrige pas les chapitres. Et ça perturbe parce que ceux qu'on appelle les bons élèves, eh bien, ils disent, monsieur, j'aimerais bien avoir la correction du chapitre. Comme ça, c'est pratique. En plus, vous avez la correction du chapitre. L'année suivante, il suffit de donner la correction à la promotion suivante et puis le cours, il est mort. Donc, en fait, les étudiants produisent des erreurs. Et c'est très intéressant parce qu'on travaille sur les erreurs, l'apprentissage par l'erreur. Donc, les étudiants, ce que je peux dire déjà, parce que je le fais depuis 10 ans, c'est que ce qu'ils écrivent et ce qu'ils produisent, on va dire à 80%, ne pose aucun problème. À 80%, c'est de la même qualité que ce que je leur fais en cours. Par contre, il y a 15 à 20% d'erreurs. Mais les erreurs, moi, je regarde si elles sont fondamentales ou marginales. Je ne corrige jamais d'erreurs marginales. Par contre, quand je m'aperçois qu'il y a une erreur importante qui est commise, là, je pose une question ou j'utilise un point de mon cours qui est en magistral. Et ce que je peux vous dire, c'est que les 20% de mes meilleurs élèves, les 20% d'élèves qui ont un niveau bien au-dessus, c'est-à-dire tous les élèves qui ont au-dessus de 13, 14, 15 ou 16 de moyenne, eux, ils repèrent les erreurs. Parce que quand vous avez 80 étudiants et qu'il y a des erreurs, ben moi, sur mes 80 étudiants, j'en ai à peu près 25 ou 30, c'est des véritables détecteurs d'erreurs. Et là, ils surlignent, ils posent une question. Et puis, ça perturbe les profs, mes collègues, ou ça perturbe les élèves parce qu'on dit on ne peut pas enseigner une erreur. C'est-à-dire que tout ce que dit le prof, c'est la vérité. Et d'ailleurs, les élèves très académiques pensent qu'il n'y a qu'une seule façon de poser une question et il n'y a qu'une seule réponse qui est bonne.
la meilleure preuve, c'est que quand vous leur mettez 18 sur 20 un contrôle continu, vous devez être capable de leur expliquer pourquoi vous avez retiré 2 points. Et là, ils apprennent, les étudiants, qu'il y a plusieurs façons de présenter les choses et qu'il peut y avoir plusieurs réponses possibles. Et ça, déjà, ça les entraîne à réfléchir différemment. Et puis, pour les rassurer vraiment, je leur dis, vous pensez que dans un cours normal, il n'y a pas d'erreur? Est-ce que vous pensez que quand un prof parle 2 heures au tableau, ça ne lui arrive pas de dire des choses un peu inexactes ou mal expliquées? Que vous, quand vous prenez des notes, peut-être que certaines de vos notes, elles ne sont pas terribles, et quand vous apprenez dans vos fiches, il se passe des choses. Donc, dans un cours classique normal, il y a 10 à 15% d'erreurs, et dans un cours de classe renversée, c'est la même chose. Donc, la seule différence, c'est que moi, quand il y a une erreur qui est produite, je l'utilise justement pour stimuler les étudiants. Donc, s'ils me dessinent un chromosome qui est en forme de croix, alors que chez les bactéries, par exemple, le chromosome, il est circulaire, je vais leur poser des questions sur la forme du chromosome. Je vais leur dire, tiens, c'est intéressant. Et donc, je vais les faire réagir par rapport à l'erreur. Et au fur et à mesure qu'ils vont rentrer dans l'explication, ils vont se dire, non, il y a un truc qui ne fonctionne pas. Alors que si je corrige l'erreur tout de suite, eh bien, je peux vous dire qu'ils l'ont oublié dans la demi-heure qui suit. Parce que c'est bien de les faire réfléchir sur des erreurs. Et comme moi, je suis le seul élève de la classe, je les repère, ces erreurs majeures. J'ai encore une question dans le chat, si je Oui. suis de t'interrompre. Ouais, C'est vas-y. une question de Jacques qui se rapproche du copier-coller de tout à l'heure. Ouais. Dans les phases de construction des parties des chapitres par les étudiants, comment s'assurer qu'un groupe n'utilise pas l'intelligence artificielle générative? Du coup, peuvent-ils tricher par pareil? En fait, alors, peut-on imaginer qu'un groupe soit autorisé à produire une réponse par biais? Alors, dans mon cours, le copier-coller et ChatGPT sont permis dans le cours et sont permis à l'examen. Donc, le jour de l'examen, les étudiants peuvent utiliser l'intelligence artificielle pour répondre aux questions qui sont posées. Je vais vous montrer à la fin comment j'organise l'examen. Et il n'y a pas de tricherie, zéro tricherie, parce que ce sont les étudiants qui construisent tout le cours, ils construisent toutes les questions, ils connaissent toutes les questions et ils connaissent toutes les réponses. Et donc, quand arrive le jour de l'examen, c'est un peu comme dans Ocean 11, on a organisé le casse de l'année, on s'arrange pour que tout le monde ait 20 sur 20 à l'examen. Mais c'est ce qui n'arrive pas, ça n'arrive pas dans la réalité, parce qu'on co-construit tous ensemble le cours, les questions, mais le jour de l'examen, vous allez voir, il y a un format et il y a une scénarisation qui fait que si un étudiant n'a pas travaillé en équipe avec les autres, c'est impossible de réussir l'examen. Donc le copier-coller et l'utilisation de ChatGPT sont permis à la fois pour construire le cours et à la fois pour l'examen. Donc j'ai détourné le problème, quoi. J'ai pas besoin de vérifier. Et ChatGPT, ils ont beaucoup de difficultés parce que comme le cours doit être référencé, donc maintenant, il y a Bing qui permet de faire des références, mais en tout cas, les intelligences artificielles vont donner les références. Mais pour l'instant, mes étudiants, ils utilisent surtout ChatGPT. Mais comme il n'y a pas de référence, ils sont obligés d'aller chercher des choses. Mais ça va changer, après, il y aura les références. Alors, je vais vous montrer quelques exemples où des élèves vont… Oui, pardon. Une question de Justine. Oui. Comment se gèrent les conflits entre étudiants? Parce que peut-être qu'il peut y en avoir en termes de partage de travail. Oui, qui c'est une bonne valide question. ou pas les décisions du groupe? Oui, c'est une bonne question. En fait, les conflits, je les ai réglés d'une certaine manière, que tout le monde a la même note. Donc, dans un groupe de 6, tout le monde a la même note. Je vais vous montrer comment je travaille avec le contrôle continu. Donc, tout le monde a la même note. Donc, si je mets un 18 sur 20, tout le monde a 18 sur 20, même celui qui n'a rien fait. Donc, je peux vous dire qu'ils s'organisent parce qu'ils n'acceptent pas qu'il y ait un étudiant qui ait une bonne note alors qu'il ne travaille pas. Donc, alors, tout le monde a la même note pour tout ce qui est production collective. Et puis, il y a des notes individuelles, c'est-à-dire que mon cours, il est doublé en ligne, donc j'utilise Moodle. Donc, vous allez le voir, j'utilise les chats, j'utilise des documents sur Moodle. Donc, ils ont des livrables à produire et il y a des livrables collectifs et des livrables individuels. Donc, ils peuvent, quand ils ont des notes collectives, c'est ce que j'appelle un peu le salaire. Tout travail mérite salaire. Donc, moi, je leur donne un salaire. Ils bossent, je les paye. Et puis, les bonus, c'est un peu des primes. C'est-à-dire que s'il y a des élèves qui, à titre individuel, font des choses en plus, ils augmentent leur salaire. Mais les 3/4 de leur contrôle continu, c'est du travail collectif. Et après, là aussi, il y a un dessin qui va vous intéresser. Pour établir un contrat de confiance entre eux et moi, j'ai inventé un test de détection des passagers clandestins.
Donc, c'est-à-dire que les étudiants qui contribuent le moins au groupe et qui profitent du groupe sont détectés à la fois par l'enseignant, pas par moi, et par les étudiants. Et je vais vous montrer ce test qui s'appelle le test du 180 degrés, que j'ai adapté. C'est un test qui existe, mais je l'ai adapté à l'éducation. Et il est sur mon blog. Donc, si je n'aurai pas le temps de tout décrire, mais vous pouvez avoir toute la méthodologie en ligne. Je vous donnerai toutes les références à la fin. Donc, quelques mots sur les présentations, parce que ça par contre, ça peut vous intéresser. Et quand je le fais en atelier, dommage que je ne sois pas avec vous, les profs utilisent ces méthodes tout de suite parce qu'elles sont applicables immédiatement. Donc, je vais vous montrer quelques exemples. Souvent, quand on envoie un élève au tableau, alors je les envoie au tableau, ils ont 10 minutes, ils peuvent avoir 5 minutes. Alors, des fois, je les envoie au tableau en plénière. Donc, l'élève que vous voyez, il est au tableau, tout le monde l'écoute. Ou alors, ils peuvent aller au tableau, mais par groupe. Donc, la classe, elle est transformée en une sorte de marché, de forum, et ils vont un petit peu partout. Donc, ils vont d'un tableau à l'autre. Ici, par exemple, cette méthode, elle s'appelle le karaoké. Alors, je n'oblige pas les étudiants à chanter, mais il y a une diapo. Donc, imaginez que ce que vous voyez en jaune, c'est une diapo. Il y a une diapo qui est projetée, et l'étudiant qui va la présenter n'est pas du groupe qui a produit la diapo. Donc, j'envoie au tableau un élève, et il a 1 minute, à peine à 1 minute 30, pour dire ce qu'il comprend de ce qu'il voit. Voilà. Et puis quand il a fini, au bout d'1 minute 30 à peine, des fois ça dure moins, 30-45 minutes, le groupe qui a produit la diapo complète, corrige. Donc c'est un temps qui dure 1 à 2 minutes pour qu'un élève explique devant tout le monde ce qu'il comprend. Ensuite, on a 3-4 minutes où le groupe complète. Et puis après, j'ai 5 à 6 minutes où tous les autres étudiants posent des questions. Donc presque toutes mes présentations, elles sont faites en 3 phases. Parce qu'avant, quand j'envoyais un élève au tableau, eh bien, on écoutait l'étudiant, et puis quand j'envoyais un deuxième, on l'écoutait moins, et puis quand vous envoyez l'étudiant du groupe 3, on ne l'écoute plus, et quand c'est le groupe 4, je peux vous dire que le groupe 1, il n'écoute plus, il est déjà passé. Tandis que le groupe 8, il n'écoute plus parce qu'il est toujours en train de préparer, sa présentation. Voilà, donc ça, je vais répondre à des questions s'il y en a, mais je vais juste vous montrer les 2-3 présentations différentes. Comme ça, je peux faire une réponse en bloc si vous aviez des questions sur les présentations. Ça, c'est le karaoké. Donc, un élève explique un peu ce qu'il comprend du travail des autres. Ça, c'est le ping-pong. Ça, c'est un des exercices les plus performants. J'envoie 2 élèves au tableau. Il y a une projection. Donc, imaginez que la table ping-pong, c'est un schéma. Et les élèves vont expliquer aux autres ce qui est projeté, mais ils ont droit qu'à une phrase chacun. Et elle doit s'alterner. Et donc, chaque phrase doit compléter la phrase précédente. Par exemple, pour que vous compreniez bien un ping-pong, il y a le premier élève qui dit « Sur ce schéma, vous voyez un coronavirus avec des protéines de surface. » Le deuxième élève continue. « À gauche du schéma, vous avez une cellule humaine avec des récepteurs membranaires. » Le premier élève reprend la parole. « Les protéines de surface, qui s'appellent des protéines spike, ont une forme complémentaire de celle des récepteurs. » Et le deuxième élève continue. Donc, il va y avoir une première phase qui s'appelle la fixation du virus. Et donc, ça oblige les étudiants à être super attentifs à ce que dit un étudiant parce qu'ils doivent se répondre. Et ensuite, c'est pareil. On fait un ping-pong pendant 2 minutes, 1 minute, 1 minute 30, 2 minutes. C'est juste pour lancer la présentation. Et après, les élèves posent des questions. Et ça, c'est un exercice des plus performants. Celui-ci aussi, il est top. Ça, tout le monde peut le faire. C'est le PowerPoint muet. Donc, on projette un schéma, mais il n'y a pas d'explication. Vous voyez, c'est projeté pendant 2 minutes au tableau, c'est ce que vous voulez, il n'y a pas d'explication. Et vous laissez 1 à 2 minutes à tous les groupes pour réfléchir en équipe, et ils vont lever la main au bout de 2 minutes pour dire ce qu'ils ont compris du schéma, ou alors s'ils ont des questions. Et là, à ce moment-là seulement, les élèves qui ont préparé le schéma peuvent répondre. Mais cet exercice, il est très performant parce que si vous demandez à un seul élève, vous voyez celui qui est en vert, d'être le porte-parole de l'équipe, ça oblige les 6 élèves à se mettre d'accord sur quelles questions. Et comme on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions à l'oral, je leur demande d'écrire les questions, un peu comme on fait ici là dans le chat, et moi je ramasse les questions et je leur donne des bonus s'il y a des pertinences sur les questions. Donc, dans chaque cours, et vous verrez un petit peu ma façon de faire le contrôle continu, dans chaque cours, je paye les élèves avec des points, des scores qui correspondent à la qualité de ce qu'ils produisent et à la pertinence de leurs questions. Et puis pour terminer, oui c'est celui-là pour terminer, puis je pense qu'il y aura des questions qui vont arriver. Celui-ci, je vous le conseille aussi, il vaut son pesant de cacahuètes, on va dire. Ça s'appelle « Trouver l'erreur ». Et donc ça, je le fais même dans des cours classiques. Quand à un moment donné,
j'ai envie de travailler sur un concept vraiment fondamental, important, et je sais qu'il faut absolument que je capte l'attention de mes élèves pendant 10 minutes. Donc, il faut que je perde aucun élève pendant 10 minutes. Je leur dis, alors moi, ça c'est moi qui le fais, hein, mais de temps en temps, j'ai des bons étudiants qui arrivent à le faire, et donc je leur laisse le faire. Je leur dis, voilà, je vais vous expliquer quelque chose de vraiment fondamental en 10 minutes. Et ça, il faut le comprendre pour l'examen. Si vous ne comprenez pas cette partie-là, vous allez avoir des difficultés. Avant, quand je faisais ça, j'avais beau le dire, je peux vous dire qu'au bout de 6 à 7 minutes, j'en perdais quand même. On a beau leur dire que c'est vital pour l'examen, vous pouvez en perdre. Donc, je leur dis, voilà, vous allez avoir 10 minutes de présentation, mais pendant ces 10 minutes, je vais introduire 2 notions fausses, 2 erreurs. Et ces 2 erreurs, vous n'aurez jamais la correction. Je ne vous donnerai jamais, je vous dirai jamais quelles erreurs ce sont. Mais il y a un moment dans mon explication, il y a 2 choses qui sont fausses. Voilà. Une question? Oui, j'ai juste terminé. Mais si ces erreurs, je les retrouve dans une copie, c'est 0 à toute la question. C'est-à-dire qu'elles sont éliminatoires. Alors, ils n'aiment pas ça parce qu'eux, ils aiment bien avoir la réponse. Mais comme vous êtes, je leur dis, comme vous êtes 80, si vous êtes attentif à 80 étudiants, vous êtes capable de repérer ces 2 erreurs. Et la première erreur, vous avez compris, je la commets au bout d'1 minute. Et la deuxième erreur, je la commets au bout de 9 minutes 50 secondes. Et là, franchement, j'ai 10 minutes d'attention maximale sur des parties de cours qui peuvent être très pointues. Oui. J'ai une question de Myriam qui nous demande, qui te demande, je ne comprends pas bien à quel moment ont lieu les exercices de type karaoké ping-pong, car il faut que les étudiants aient déjà du contenu pour expliquer le schéma, par exemple. Alors, c'est un peu compliqué de répondre à la question, mais je vais vous dire, j'ai 13 séances de 2 heures et dans les 13 séances sont des scénarios différents. Il y a il y a des temps qui se ressemblent, hein, les temps de travail. Mais par exemple, les ping-pong, les karaokés, les battles, on ne les trouve pas dans les premières séances. Donc, les 5-6 premiers cours, il y a de la production. Et après, à partir du 6e ou du 7e cours, il commence à y avoir du challenge, de la présentation. Donc, j'ai des exercices de production, j'ai des exercices d'interaction, j'ai des exercices de présentation, j'ai des exercices de production de questions. Et ça, c'est séquencé. En fait, ça m'a obligé, moi qui enseignais pendant 25 ans comme un prof, comme un enseignant-chercheur, à ne pas m'intéresser à ce qu'on appelle un alignement pédagogique, ben, ça m'a obligé à scénariser mes cours. Et j'étais obligé de faire ça. Et en distanciel, parce que vous allez voir un exercice en distanciel, s'il n'y a pas de scénarisation, c'est mort, hein. Autant en présentiel, des fois, on peut s'en passer. Ce n'est pas recommandé, mais moi, je m'en suis passé pendant presque 25 ans. Enfin, il y avait quand même un peu de scénario, mais je dirais, il n'était pas réfléchi autant que quand on innove. Mais en distanciel, s'il n'y a pas de scénarisation, c'est mort, hein. Vos étudiants, ils éteignent l'ordinateur ou ils ne l'allument pas. Voilà, donc je termine une petite phase. J'ai dit que les étudiants produisaient le cours, qu'ils présentaient des choses, qu'ils interagissaient, je n'ai pas eu le temps de tout détailler, mais ils vont aussi produire les questions. Donc on produit, il y a à peu près, donc il y a 12 équipes, il y a 6 chapitres. Donc chaque chapitre est produit en double exemplaire, donc il y a du contrôle comme ça, chaque chapitre est en double exemplaire. Et on va produire une centaine de questions. Alors les questions, elles peuvent être de différents niveaux, des questions très pointues, des questions moyennes, des questions trop faciles. Et moi, j'attribue des codes couleurs aux questions. Par exemple, les questions très pointues, il n'y a que 3 élèves capables de répondre. Elles deviennent rouges et elles ne tombent pas à l'examen. Les questions très pointues, elles ne tombent pas à l'examen. Par contre, s'ils veulent aller en master, ils ont intérêt à connaître les réponses des questions rouges. Et puis, les questions vertes, bleues, ou selon le code couleur que j'attribue, elles ont moins de chances de tomber à l'examen. Donc, les étudiants produisent des questions. Les questions on les utilise avec Moodle. Donc, ils peuvent produire des questions à domicile. Ils peuvent les mettre sur la plateforme. Ils peuvent aussi interroger leur étudiant préféré. C'est ce que vous voyez ici. Donc, moi, par exemple, je n'ai plus aucune copie à corriger à la maison. Par contre, j'ai des devoirs à faire. Enfin, je peux vous dire franchement que quand je bosse chez moi 1 heure, je préfère répondre à des questions pendant 1 heure que de corriger des copies. C'est beaucoup plus intéressant. Et en plus, mes réponses, j'utilise Moodle, un chat. Et donc, si je passe 1 heure sur Moodle chez moi, eh ben, ça m'évite de passer 1 heure pour corriger des copies. Et en même temps, les réponses que je donne aux étudiants, ça contribue à enrichir le cours. Donc, les questions sur Moodle, c'est toujours des petites questions très courtes avec des réponses courtes. Et les étudiants peuvent se répondre entre eux. Donc, c'est très intéressant quand vous avez, par exemple, un étudiant qui pose une question, de voir les étudiants des autres groupes qui utilisent Moodle comme un document collaboratif. Et d'ailleurs, quand je rentre chez moi, si j'ai 60 questions,
60 questions, ben, il y en a au moins 30 ou 35, eh bien, les étudiants se sont répondus en trop. Je n'ai pas besoin de le faire. Donc, je dis juste, c'est OK, OK, OK. Donc, je valide. Donc, c'est bon. Ensuite, quand il faut donner la réponse, je la donne. Et parfois, et là aussi, ça va vous intéresser, parfois, sur 3 ou 4 questions, c'est compliqué de répondre en 3 lignes. Souvent, je peux répondre, mais parfois, sur 3 ou 4 questions, c'est compliqué de répondre en 3 lignes. Et je ne vais pas passer 3 heures chez moi à répondre aux questions. Donc, j'utilise ChatGPT. Donc, je mets la question copier-coller sur l'intelligence artificielle, je récupère 15 lignes, je nettoie, j'élague, je récupère le cœur de ChatGPT que moi je trouve correct parce que je suis l'expert en génétique et je rajoute mon élément de réponse. Donc, depuis que j'utilise l'intelligence artificielle, ça me permet pour 10% de mes réponses de creuser un peu plus en explication sans perdre de temps de rédiger ça. Voilà. Donc, je vais passer à des petits exemples en distanciel, si vous voulez, parce que c'est aussi dans la thématique de votre colloque. Ben, voilà, vous voyez ce dessin que j'aime beaucoup, hein, c'est le problème dans lequel je me suis retrouvé comme vous à un moment donné. Sauf que moi, j'ai eu un plus gros problème par rapport à certains profs, c'est que j'avais l'habitude de faire travailler mes élèves en collaboratif, en présentiel, et puis là, ils étaient en distanciel, enfermés chez eux. Donc, la première année, j'ai fait un peu de transposition. Je me suis rendu compte très vite que tous les exercices que je répétais en distanciel de la même façon qu'en présentiel, je dégradais la qualité tout le temps. Et donc, quand je faisais des karaokés, des ping-pong, des battles, quand je les faisais travailler sur des tas d'exercices, tableaux tournants, etc., ce qui marchait bien en classe en 10, 15 ou 20 minutes, en distanciel, il fallait faire en 2, 3 ou 4 minutes. Donc, première observation, si vous transposez à l'identique en distanciel, il faut réduire le temps. Ensuite, il faut faire du séquençage et du dynamisme un peu différent. C'est la gestion du temps. Donc, d'excellents exercices en présentiel deviennent catastrophiques en distanciel. Par contre, ça peut vous donner l'idée. Moi, le distanciel, par exemple, comme je leur ai fait des petits chats, des forums et autres que je ne faisais jamais en présentiel, ça m'a donné l'idée après de continuer à hybrider. Donc, depuis qu'on est retourné en présentiel, les petits exos à distance, je les ai gardés, donc je leur en propose. Je vais vous montrer un petit peu un exercice qui va vous intéresser vraiment et que vous pouvez utiliser sans vraiment gros budget. Un autre secret pour travailler à distance, c'est qu'il faut faire travailler les élèves à distance, mais en équipe. Par exemple, le DIU, c'est Do It Yourself, fais-le toi-même, tandis que le fais-le avec les autres, Do It With Others, fais-le avec les autres, c'est que vous demandez à vos étudiants de travailler en équipe à distance. Et donc, mes étudiants, pendant la pandémie, et ils le font encore maintenant, quand je leur pose des questions ou quand ils produisent, comme c'est des documents collaboratifs, je peux les challenger à distance. La seule vigilance que j'ai eue, c'est de m'arranger pour que ma classe renversée ne leur demande pas plus de travail qu'un cours classique. Et ça, c'est vraiment un secret. Hein. Si vous faites 1 heure de cours, si vous avez l'habitude de faire 1 heure de cours magistral et que vous savez que vos élèves bossent une demi-heure chez eux, ça fait 1 heure et demie. Donc, votre innovation pédagogique, elle ne doit pas dépasser 1 heure et demie. Et c'est ce que je fais, moi. Le travail que font les élèves à distance, la quantité, c'est la même que s'ils devaient travailler leurs cours, apprendre leurs devoirs. Parce que si vous proposez à vos étudiants une innovation même qui va leur plaire au maximum au départ, si c'est chronophage, eh bien, ils vont résister. C'est-à-dire que si vous leur dites il y a 2-3 heures à bosser chez vous, après il y a 1 heure en classe et après il faut digérer, ils vont s'apercevoir que votre méthode, elle est super intéressante, mais au lieu que ça leur prenne 1 heure et demie de boulot, ça va leur prendre 3 heures. Et là, bon, si vous êtes le seul prof et qui vous aime bien, ça peut passer. Mais si tous les profs font ça, c'est une catastrophe. La première année, moi, quand j'ai parlé de ma méthode à la première promo et que je leur ai dit, j'ai imaginé une méthode collaborative pour vous, il y en a 2 qui ont levé la main, qui ont dit, monsieur, tout, mais pas la classe inversée. Hein. Parce que là, il y a déjà 2 profs qui la font, on n'en peut plus. Hein. C'est 3 fois plus de boulot, qu'une classe normale. Donc, je vais vous montrer un exercice que je fais à distance. Bon, là, c'est juste un petit truc que je fais aussi qui est sympa. Il y a du vote. Hein. J'ai introduit de la démocratie participative dans mon cours. Donc, les étudiants peuvent construire des questions, ils peuvent voter en ligne. Et moi, quand par exemple, à un moment donné, ils m'envoient au tableau, parce que je vous rappelle aussi, hein, je suis un élève, quand ils m'envoient au tableau, eh bien, je réponds aux questions qui ont obtenu le plus de voix. Parce que si je reçois, par exemple, 25 questions, je sais que je n'ai pas le temps dans un cours de 2 heures de répondre aux 25 questions. Donc, je leur demande, votez.
Donc, ils doivent voter en ligne et ils sont rémunérés. Hein. Quand ils viennent en cours, quand ils sont présents, ils ont des points. Quand ils votent, ils ont des points. Quand ils produisent, ils ont des points. Je vais vous montrer tout ce qu'ils capitalisent. Plus ils sont actifs en cours, plus ils capitalisent leur score. Ce qui fait qu'à la fin, quand je transforme le capital en note sur 20, eh bien, plus les élèves ont travaillé, plus ils ont de bonnes notes en contrôle continu. Donc ici, vous voyez, par exemple, ils vont voter pour la question qu'ils préfèrent, mais c'est la même chose que tout à l'heure. Hein. Je leur dis, ne votez pas tous pour une question dont vous connaissez la réponse. Parce que moi, ce que je vais vous faire au tableau, vous le savez. Donc en général, quand j'ai 20-25 questions et qu'ils votent, j'ai le temps de répondre qu'à 3 ou 4 questions, et c'est souvent les questions sur lesquelles ils ont des difficultés. Et donc, ça permet de gagner du temps. On ne perd plus du temps à travailler sur des choses faciles. Alors, je vais vous montrer, j'ai une petite vidéo. Là, je vais vous montrer quelque chose qu'il y a très peu de profs au monde qui font ça. Je suis assez content de mon truc, mais vous allez voir que c'est intéressant. Puisque je suis le seul élève et que j'ai 80 profs, eh bien, je dois faire mes devoirs à la maison. Donc, je permets à mes étudiants de vérifier que leur seul élève travaille bien chez lui dans sa chambre le soir. Donc, je leur dis, par exemple, demain, admettons qu'on soit mercredi matin, on fait cours mercredi matin. Je leur dis demain après-midi, entre 18h et 18h30, souvent c'est une demi-heure, hein, pas plus. Je leur dis demain après-midi, entre 18h et 18h30, je suis chez moi et je vais faire mes devoirs. Je vais faire mes devoirs et vous allez pouvoir contrôler avec une caméra que je fais bien mes devoirs. Donc, j'utilise une webcam, voilà, j'utilise une webcam, j'utilise une feuille de papier, un bloc de papier et un stylo. Vous voyez, il y a du gros budget. Hein. Une petite webcam, un stylo. Là, vous ne m'entendez pas parce que j'ai coupé le son. Enfin, j'espère que vous ne m'entendez pas, la vidéo. Et donc, je suis en train de parler. Donc, je fais mes devoirs. Et tout ça, c'est sur un lien Zoom. Donc, les étudiants qui ont envie de vérifier que leur prof devenu élève fait ses devoirs, ben, ils se connectent en direct. Donc, pendant 20 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, je fais mes devoirs. Ici, vous avez tous repéré une molécule d'ADN. Vous allez voir maintenant un ARN messager. Voilà. Donc, je fais mes devoirs. Donc, j'accélère un petit peu. Je vous montre. J'utilise des couleurs. Je peux utiliser aussi des stabilos. Voilà. Voilà, vous voyez. Voilà, donc, je fais mes devoirs. Les étudiants entendent le bruit du stylo sur le papier et ils me posent des questions. Donc, pendant 20 minutes, il y a un dialogue entre eux et moi. Ils me posent des questions. Voilà, sur cet exercice. Et quand comme c'est sur Zoom, je l'enregistre. Et donc, à chaque fois que je fais mes devoirs, ça devient une petite capsule d'un quart d'heure qui est sur une plateforme. Ce qui fait que les étudiants qui ont assisté en direct à mes devoirs en classe, enfin dans ma chambre, ou les étudiants qui n'ont pas assisté, ils peuvent revisionner et ils peuvent poser des questions. J'ai une question de Florence, je t'interromps. Oui. C'est très riche en activités diverses et interactives. Comment organiser ou séquencer dans les cours, lesquels choisir et en fonction du contenu pour rythmer. Donc, comment tu choisis en fait? Là, je vous montre beaucoup de choses. Hein. Tout ce que je vous montre, je ne fais pas toujours tout dans les 24, dans le même semestre. Il y a certains exercices que je peux faire ou ne pas faire. Donc là, je vous ai déjà montré au moins 6, 7 ou 8 exercices. Il ne faut pas imaginer que je les place à chaque fois dans tous les cours, sinon c'est impossible. Mais j'ai créé une boîte à outils, d'ailleurs qui est publiée. Je vous montrerai les ouvrages et puis vous pouvez les voir sur Internet. J'ai une boîte à outils et d'une semaine à l'autre, je constitue mon cours, je design mon cours. Ce qui fait que je peux très bien décider, par exemple, je fais cours cette semaine, je peux décider de leur proposer les devoirs ou pas, si je trouve qu'ils ont besoin de telle ou telle chose, le karaoké, le ping-pong ou le tableau tournant. Donc, j'ai un choix multiple, ce qui fait que je ne suis pas obligé à chaque cours de déployer toute la batterie de mes méthodes. Je vais terminer avec l'évaluation. Là aussi, je vais être un peu rapide, mais c'est pour vous montrer. Hein. Tout ça, c'est sur mon blog. J'ai arrêté l'évaluation avec les notes sur 20. Donc, pourtant, l'administration de ma faculté veut des notes sur 20. Mais j'ai remplacé les notes sur 20 par un système de score. Donc, je me suis inspiré des bons points. Donc, j'utilise des scores et que je transforme en notes par la suite. Si vous voyez ici, vous reconnaissez Manhattan avec tous les buildings. Chaque building, c'est un élève.
Donc, on peut imaginer que l'Empire State Building, c'est celui qui a capitalisé le plus de points. Et puis, la petite cabane au Canada, ici, c'est l'étudiant qui n'est pas capable de capitaliser beaucoup de points. Et là, vous avez en bas un fichier Excel. Donc, j'utilise un fichier Excel. Ici, vous avez 2 équipes de 6, hein, une en jaune, une en vert. Et vous avez des colonnes. Donc, chaque colonne correspond à quelque chose. Par exemple, quand c'est écrit P1, P2, P3, P4, c'est l'étudiant, il était présent en cours. Parce que je vais payer des étudiants qui viennent en cours. Donc, si je ramasse des choses ou s'ils produisent des choses en cours, il faut venir en cours. Après, depuis la pandémie, j'ai des étudiants qui produisent en cours sans être en classe. C'est-à-dire qu'ils utilisent des téléphones, ils utilisent des visios. Donc, j'ai que 5 étudiants devant moi, mais je sais que le 6e, il est à distance. Mais je peux vous dire qu'ils contrôlent, hein, parce que comme je vais mettre la même note à tout le monde, l'étudiant qui est à distance, je sais qu'il bosse. Parce que l'étudiant, s'il dit à ses 5 copains, je m'en vais faire un tour à vélo, puis mettez-moi présent, les autres, ils disent non, non, il n'y a pas question que tu aies les notes. Donc, le fait de mettre des notes collectives, ça régule le contrôle. Et donc, c'est vraiment intéressant parce que j'ai des étudiants qui ont des problèmes des fois de se déplacer ou des étudiants qui préfèrent travailler en ligne sur certains exercices. Donc, quand j'ai 80 étudiants dans ma classe, ça m'arrive d'en avoir fréquemment 3, 4 ou 5 qui, pour telle ou telle raison, ne viennent pas. En général, ils viennent hein, parce qu'ils préfèrent le présentiel, mais ils peuvent aussi. Donc, vous voyez ici, dans chaque colonne, vous avez des points pour la présence, des points pour la production du chapitre, des points pour s'ils sont allés au tableau. Alors, je ne les note pas chaque élève à chaque point, chaque élève à chaque. Parce que vous imaginez, si pendant 2 heures, je mets des points à 80 étudiants, ça ne fonctionne pas comme ça. Je ramasse des productions et je mets surtout des productions de groupe. Donc, en fait, chez moi, quand je corrige, je corrige un petit peu quand même. Mais au lieu d'avoir 80 notes à mettre, j'en ai que 10 ou 12. Et donc, à la fin… Une question. Oui, je t'en prie. C'est Josia qui pose cette Oui. question-là. Pour le professeur devenu aussi élève, Ouais. la charge de travail pour préparer un cours est-elle équivalente, supérieure ou inférieure à la préparation du cours type transmission descendante classique? Alors, c'est une très bonne question parce que ça me permet de souligner quelque chose que tout le monde sait mais qu'on ne se dit jamais. Il n'y a rien qui ressemble plus à un prof qu'un élève. Et il n'y a rien qui ressemble plus à un élève qu'un prof. Parce que tout à l'heure, quand j'ai parlé du côté chronophage, vous pouvez proposer à des élèves les méthodologies les plus intéressantes. Si ça leur demande plus de temps, ils vont résister. Eh bien, les profs, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il y a des méthodologies d'innovation pédagogique vraiment intéressantes, mais est-ce que c'est chronophage pour le prof? C'est quoi, je dirais, le rapport qualité-prix? Donc, je vais vous dire un peu pour ma part. Quand je crée un cours, quand j'ai créé ce cours, si vous voulez créer une innovation pédagogique vraiment intéressante, ça demande un investissement. Donc, si vous dites, mon cours normal, il me demande 100% de temps, donc votre cours, c'est 100% de temps. Si vous voulez créer une véritable innovation pédagogique, présentielle ou distancielle, vous allez devoir investir. Donc, ça va vous prendre la première fois 120 ou 130%. Ce n'est pas possible autrement. Par contre, l'année suivante, vous êtes vite revenu à 100. Et donc, après, c'est du travail, de l'amélioration, mais c'est illusoire de vouloir créer une innovation pédagogique en se disant je vais avoir le même travail. Mais après, moi, avec cette méthodologie, je travaille, ma quantité de travail, elle est la même qu'avant. Elle est peut-être un peu supérieure à certains moments, mais le plaisir que j'ai, il est monstrueux. Et les étudiants, la façon de le faire, la façon de le vivre, c'est plus la même chose. Parce que si, par exemple, on me réduisait maintenant une partie de mon travail que je trouve vraiment très intéressante en me disant on va te réduire ton temps de 20 à 25%, mais tu vas corriger des tonnes et des tonnes de copies chez toi, alors que je corrige plus de copies. Et je dirais même aujourd'hui, on a créé des méthodes où on a réduit par 5 le temps de correction de copies. Là, je n'ai pas le temps de le décrire. Mais en innovation pédagogique, on a créé des méthodologies qui réduisent par 5 le temps de correction de copies, avec la même efficacité. Donc, ça existe ces méthodes. On peut innover encore en évaluation. Ça intéresse les profs, gagner du temps dans la correction des copies. Je vois qu'il y a une main levée. Ouais. Je voudrais parler. Je ne les vois pas toutes les mains, mais j'en vois certaines. Allez-y. Oui, moi, j'avais une question, c'est est-ce que, en toute sincérité, est-ce que parfois ça n'a pas marché? Ah, ben, Et pour quelle raison, si ça n'a pas marché? Est-ce que c'est une question du groupe? Alors, la toute sincérité, vous allez la voir parce que depuis 10 ans, je publie sur mon blog tous les points positifs et les points négatifs et en quantité égale. C'est-à-dire que ici, je vous montre surtout pour vous montrer un peu comment ça fonctionne, le principe et ce que j'obtiens, mais dans les évaluations de mes étudiants, puisque je vous rappelle que chacun de mes cours est évalué, chaque cours, hein, chaque séance de cours depuis 10 ans, eh bien, je ne publie pas tout sur le blog parce que ça prendrait trop de temps, mais je collecte certaines séances et à la fin de chaque année,
je fais un bilan total et donc l'évaluation de mes cours, elle est sur mon blog. Donc, c'est très facile, hein, vous verrez j'ai une chaîne YouTube, des blogs, vous allez le voir. Donc, il y a des choses qui ne fonctionnent pas, bien sûr. Il y a à peu près 20% de choses qui ne fonctionnent pas et 80% de choses qui fonctionnent. Mais avant, quand je faisais un cours normal, enfin quand j'étais un prof normal, j'avais aussi 20% de choses qui ne fonctionnaient pas et 80% de choses qui fonctionnent. La petite différence que j'observe, c'est que les 20% de problèmes que j'ai ou les 20% de difficultés que j'obtiens en innovation pédagogique, il y a une variété. Ce n'est pas toujours la même chose. Alors qu'avant, quand c'était du cours magistral, cloné, répété et toujours reproduit de la même manière, eh bien, vous pouviez regarder les évaluations des enseignements et faire des analyses avec les étudiants. C'est toujours les mêmes choses qui ne vont pas et on trouve pas les solutions. Ou alors on les trouve, mais… Et donc effectivement, il y a des choses qui ne fonctionnent pas, mais comme la méthode, elle est très agile, quand par exemple je donne un exercice, je vais être très clair, hein, quand je dis à mes étudiants, voilà, vous avez un quart d'heure pour faire ce genre de choses, par exemple pour répondre à ce genre de questions en faisant un tableau, donc je leur donne une méthode. Si je m'aperçois que ça ne fonctionne pas, donc si je vois qu'il y a un groupe qui ne fonctionne pas avec le tableau, je leur dis, faites autre chose, quoi. Et donc, à ce moment-là, ils cassent le tableau, ils font autre chose. Ils font une carte mentale, ou ils écrivent une liste, ou ils vont chercher un schéma, et ils illustrent. Dans tous mes exercices, et ils le savent, dans tous mes exercices, je leur propose une méthode, et ils ne sont jamais obligés de respecter la consigne. Donc, ils peuvent très bien faire une autre méthode. Par contre, le livrable, il doit être respecté. Autrement dit, si je leur dis, donnez-moi 2 points communs et 2 différences entre le virus de la grippe et le virus, le coronavirus en termes d'infection cellulaire, je veux 2 points communs et 2 différences, je vous propose de me faire un tableau. Les groupes, alors en général, quand je dis ça, il y a 10 groupes sur 12 qui font un tableau. Mais il y en a d'autres qui préfèrent faire autre chose, parce qu'ils disent le tableau, ça ne fonctionne pas. Donc oui, effectivement, il ne faut pas penser que quand on innove, il n'y a pas de problème. Il y a beaucoup de problèmes, mais c'est des problèmes plus intéressants parce qu'ils ils varient. Et les étudiants, vous allez le voir, ce qui est intéressant, parce que ça, on ne trouve pas ça dans la cour magistrale, les étudiants sont impliqués dans la résolution du problème. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un problème, les étudiants doivent proposer des solutions. Donc, on les mobilise. Ici, pour vous montrer, vous avez les histogrammes, là vous repérez 12 équipes, et vous voyez bien que ces 12 équipes, si je prends la flèche, vous la voyez, ma flèche? Je ne sais pas si vous voyez la flèche qui bouge. Oui, oui. Voilà, si vous voyez l'équipe qui est ici, mais ils n'ont pas tous les mêmes points, hein. Ici, par exemple, voilà, l'équipe qui est ici, c'est à peu près homogène, sauf cet étudiant qui a 37 points. Donc, ils ont des points, je vous rappelle, ils obtiennent des points. Donc, à la fin du semestre, chaque élève a un capital. Il s'est enrichi. Oui. Je peux t'interrompre, il y a une question de Myriam relativement justement à cette question d'attribution de points. Pourquoi valoriser toutes les présences, interactions, activités des étudiants? Cela ne renforce-t-il pas des comportements de consommateurs d'étudiants? Non, parce que si par exemple, il y a une équipe de 6, s'il y en a un qui ne vient pas, pendant 2 heures, il n'est pas là, il ne vient pas, et que pendant les 2 heures, les 5 autres, ils ont rempli un tableau, ils ont construit 2 questions, et ils ont challengé une équipe, il y a des productions qui vont être ramassées, donc je vais leur donner des points globaux. Donc, je ne mets pas de points à ceux qui n'ont pas participé au travail, je ne paye pas celui qui n'est pas venu. Maintenant, celui qui n'est pas venu, s'il a une excuse, là, j'ai un code couleur qui lui permet quand même de récupérer sur la fin. Donc, je verrai bien le taux de présence. Et les élèves ne supportent pas qu'on mette une note globale à quelqu'un qui n'a pas travaillé. Donc, on est dans un rapport de confiance. Donc, je suis obligé de faire ça. Donc, les étudiants qui viennent, ils sont venus, ils viennent en cours, ils participent. S'ils ne sont pas présents, leur participation, elle peut se faire à distance. Après, je vais vous montrer juste après les passagers clandestins. J'ai une méthodologie qui va permettre à chaque étudiant de s'auto-évaluer et d'évaluer la contribution du travail des autres dans le groupe. Mais vous voyez par exemple un élève qui a 98 points ici, celui-ci, il a 98 points. Les 3/4, au moins les 2/3, ou les 2/3, on va dire, de sa note, les 2/3 de sa note, c'est sur de la qualité. C'est la qualité de ce qu'il a fait, de la génétique, le fond. Il aurait eu ses points avec une interrogation classique. Par contre, il y a 1/3 de son score qui est dû à des critères que j'ai mis en place, c'est-à-dire, je viens en cours, je vais chercher de l'information sur Internet, je construis des chapitres, je vais chercher des illustrations, j'explique des notions à mes collègues dans l'équipe. Donc, j'ai 5 critères, donc je vais vous les montrer,
Ça, c'est le passager clandestin. C'est pour repérer l'élève. L'élève qui pédale plus que les autres, j'ai pas de problème, hein, parce que lui capitalise des bonus. Donc, j'ai pas besoin d'aller repérer les élèves qui bossent plus, on les voit tout de suite. Tandis que les passagers clandestins, des fois, on les voit pas. Surtout quand vous en avez 80 devant vous, enfin, d'étudiants. Donc, j'ai transformé un test. Je vous le résume en une phrase, il est très court. Chaque étudiant va s'auto-évaluer. La méthodologie, vous la verrez sur le web. Mais je vous donne le principe de la méthode. Chaque étudiant va s'auto-évaluer sur 5 critères. Premier critère, donc, je suis venu en cours, je suis assidu, je viens en cours et je contribue au travail du groupe. Deuxième critère, je vais chercher de l'information référencée qui permet de construire le chapitre. Troisième critère, j'illustre le chapitre avec de l'iconographie, des schémas, des photos, des dessins, des films, des vidéos. Quatrième critère, je contribue à la compréhension du chapitre en expliquant à d'autres élèves des choses que j'ai comprises, etc. Et cinquième critère, j'ai un rôle important dans la communication entre les équipes. Donc, j'ai pris 5 critères. Ils vont se noter de 0 à 5. Enfin, c'est un système. Et ensuite, ils vont évaluer. Alors, quand je le dis comme ça peut perturber parce qu'on peut se dire comment un élève peut évaluer un autre élève. Mais en fait, ce n'est pas une évaluation. Il faut voir le test. Hein, c'est trop long de l'expliquer comme ça. Mais chaque étudiant va noter la perception qu'il a du travail des autres par rapport à lui. C'est-à-dire qu'il peut se tromper. Hein. Donc, ils le savent bien, les étudiants. Le test, il est fait en présentiel. Ce test-là, c'est impossible de le faire en distanciel. Quand il y a eu la pandémie, j'ai pris un autre test qui marche bien à distanciel, mais en présentiel, ce test, c'est le plus performant. Donc, chaque étudiant va évaluer la perception qu'il a. Peut-être qu'il se trompe, ce n'est pas un problème, mais il va évaluer la perception qu'il a de la contribution des autres sur 5 critères. Et je ne leur donne jamais les résultats. Donc, ils me donnent la matière, je fais des histogrammes, je moyenne. Et par contre, vous voyez, par exemple ici, quand vous avez… Ça m'est égal la hauteur. Hein. Celui-ci, l'élève qui est là, il n'a pas plus travaillé que celui qui est là. Ce qui est intéressant, c'est les écarts. Si vous regardez ici, l'équipe 2, ils ont tous la même perception. L'équipe ici, ils ont tous la même perception. Ici, ils ont à peu près tous la même perception. Ça m'est égal, ce n'est pas significatif. Par contre, ici, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 élèves qui très nettement sont perçus par les autres comme contribuant davantage. Et cela, je peux vous dire, ça correspond aux élèves qui ont les meilleures notes. Et là, vous avez des élèves, celui-ci ou celui-ci. En plus, c'est bête, je le montre avec mon doigt, mais vous ne voyez pas mon doigt. Donc, je vais me contenter de la flèche. Celui-ci ou celui-ci, ils sont perçus par les autres comme contribuant moins. Et donc, vous avez compris. Ah, j'ai oublié mon schéma. En fait, après, je superpose les deux histogrammes. Vous voyez cet histogramme qui est ici, je superpose avec celui-ci. Et je peux vous dire que depuis 10 ans, tous les élèves qui ont des bonus, ça correspond aux élèves qui ont les meilleures notes par les autres, tout le temps. Par contre, les passagers clandestins, je vais vous dire, tous les passagers clandestins que je repère sont repérés par les élèves. Mais parfois, c'est le cas de celui qui est tout à fait à droite, mais je n'ai plus l'histogramme. Vous voyez ici, celui qui est numéro 75. Lui, c'est vraiment un passager clandestin. Mais moi, je l'avais mis la même note que les autres. Donc, parfois, ce test me permet de repérer des étudiants qui sont passés sous le radar. Alors, il est perfectible, hein, ce test. Il n'est pas nickel à 100%. Par contre, ça fait une grosse différence pour les élèves. Parce que les élèves disent, le prof, il contrôle les choses. Il a un système. Il ne met pas des notes comme ça. C'est Melville, ouais, je crois qu'il a levé la main. Ouais. Ah. Oui. Oui, oui, merci Jean-Charles. Vous m'entendez? Oui, je t'entends. Parfait. Merci beaucoup. Moi, j'ai une question concernant, imaginons que vous avez une promo, donc l'année dernière, il y a une promo donc, de L2 qui a des cours magistraux, classiques, etc. Ouais. Ils arrivent en L3 avec toi. Ouais. Et c'est le cas. Est-ce que tu prends le premier cours, donc la première fois que tu les vois, est-ce que tu prends ton temps pour leur expliquer quels sont les principes, comment ça va se passer, etc. et combien de temps ça te prend? Écoute, franchement, je te remercie parce que c'est une des choses les plus importantes, mais comme je n'ai pas de texte, je suis dans mon explication, mais cette chose, elle est hyper importante. Ne jamais proposer une innovation pédagogique, surtout si elle est poussée, sans dire pourquoi. Donc moi, mes étudiants, je les réunis tous, ils ne m'ont jamais vu, je les réunis tous 1h30 dans un amphi, la semaine avant le premier cours. Et je leur dis, voilà, c'est moi votre prof de génétique, je vais vous expliquer la méthode que je vous propose. Et ils vont voter. On y va ou on n'y va pas. Donc, on a un deal au départ.
En général, ils votent pour y aller, parce que je leur vends bien quand même la méthode, mais ils ont des possibilités de… Donc, je leur dis, voilà, je vous propose cette méthode, et ça dure 1h30. Pendant 1 heure à peu près, je leur dis, je vous propose cette méthode pour qu'il y ait plus d'interaction, pour vous travailler de cette manière-là, pour que vous soyez plus collaboratif. Je leur explique. Ils me posent plein de questions, je leur explique tout ce qui va se passer, tous les exercices, l'évaluation, ça dure 1 heure. Et après, pendant une demi-heure, ils me posent des questions. Pourquoi ceci, pourquoi cela, comment vous contrôlez? Et quand c'est fini, à la fin, ils votent. On y va ou on n'y va pas. Et les votes, vous les avez sur mon blog. Si vous allez sur mon blog, vous verrez, je publie les a priori positifs et les a priori négatifs. Donc, vous le verrez, ils répondent tous, c'est obligatoire. Vous allez repérer les a priori positifs et les a priori négatifs et vous verrez le pourcentage d'élèves, j'ai envie d'y aller ou j'ai pas envie. Et si vous regardez aussi sur mon blog, je publie les avis positifs et négatifs des mêmes élèves à la fin du semestre. Donc, quand ça vous intéresse, vous pouvez regarder leurs avis au début du semestre et leurs avis à la fin. Et je fais ça tout le temps. Donc, et ça ne vous étonnera pas, mais quand je fais ça, depuis 10 ans, j'obtiens toujours les mêmes résultats. C'est-à-dire que le premier cours, quand je leur propose d'y aller dans la méthode, eh bien, j'ai toujours 10% d'étudiants, voire 15, qui ne veulent pas y aller. 10% à 15 qui disent « nous, on ne veut pas. Nous, on veut du cours normal ». Et j'ai 10 à 15% d'élèves qui disent « ah non, non, nous, on y va, c'est trop bien ça ». Et donc, quand vous faites 15 et 15, ça fait 30. Et bien, les 70 autres pourcents, eux, ils ne savent pas. Je ne sais pas, il faut voir, il faut tester, etc. Mais quand je leur demande « ça serait quoi votre niveau pour y aller ?» ils ont envie d'y aller à 75%. Mais ils veulent voir sur place. Et ce qui est très amusant, c'est qu'à la fin du semestre, quand je leur demande leur avis, eh bien, ils n'ont pas changé d'avis. C'est-à-dire que les 15% qui ne voulaient pas y aller, à la fin, ils disent on a participé, mais on n'aime toujours pas. On préfère le cours classique. Et donc, ils n'ont pas changé d'avis. Ils préfèrent le cours classique. Sauf que moi, ces étudiants, d'accord, j'ai 20% d'élèves qui n'aiment pas ma méthode, mais les 20% d'élèves qui n'aiment pas ma méthode, c'est les élèves très bien câblés, quoi. Et je les mets dans toutes les équipes et ils contribuent. Et donc, j'ai des problèmes avec 20% d'élèves, mais ils sont tellement bons qu'ils font tourner la machine. Alors qu'avant, quand je faisais un cours normal, j'avais des problèmes avec 20% des élèves, mais ils ne faisaient pas tourner la machine et je ne savais pas comment les récupérer. Donc, c'est ça la différence. J'ai une question à poser. Vous remarquez sans doute qu'il y a un certain Jérôme Guérin qui se connecte, qui se déconnecte. Il a des problèmes de connexion et il m'envoie ses questions par espèce. C'est une question de doyen qu'il pose ici. Ah bah, je suis un ancien doyen, donc je pourrais lui répondre. Alors, donc, quel essaimage dans son environnement, dans ton environnement professionnel? Quels collègues adhèrent? Et quels sont les freins de ceux qui n'adhèrent pas? Alors ici, on partage une expérience d'enseignant. Moi, je ne suis pas un spécialiste d'innovation pédagogique, je vous dis ce que je fais depuis 10 ans. Donc, c'est juste de l'échange de pratiques pour que ça puisse donner envie, inspirer. Mais on peut aussi discuter, ça sera compliqué, je ne dis pas que j'ai lu de la question, mais on travaille beaucoup aussi sur l'animation d'une communauté apprenante, c'est-à-dire comment on crée une dynamique dans une faculté pour que, avec des ateliers pédagogiques, des workshops, avec des partages d'expériences, comment on crée une dynamique pour que les profs adhèrent ou pas. Maintenant, nous, on ne force pas les profs à l'innovation. Moi, quand j'étais doyen, j'ai forcé mes permanents à faire du cours à distance. On les a tous formés. C'était une catastrophe. Donc, je m'en suis pris plein les gencives. Et donc, j'y suis revenu de ça. Et donc, on est parti d'une autre manière. On a formé des gens qui avaient envie de le faire. On a fait des échanges de pratiques et surtout, ce qui est fondamental, ça sera le dernier dessin. Donc, à la rigueur, je peux vous le montrer, comme ça je réponds en même temps à la question. Voilà, c'est le dernier dessin que je voulais vous montrer. Surtout, ce qui est important, vous voyez, il faut pas imaginer que le prof qui est à gauche ici, c'est un résistant au changement, il fait du cours classique, et le prof qui est à droite, c'est de l'innovation pédagogique, parce qu'en fait, les deux ont raison. C'est l'hybridation entre les deux qui est importante. Autrement dit, est-ce que vous êtes capable, dans un établissement, d'avoir à la fois des cours classiques et des cours collaboratifs, innovants et autres, et comment les étudiants vont s'enrichir d'un côté et de l'autre? Là, c'est très compliqué de l'expliquer maintenant, mais une erreur dans un établissement, c'est de lutter contre la résistance au changement et de forcer les enseignants à passer dans de l'innovation. Parce que l'innovation, ce n'est pas le contraire de l'enseignement académique. Au contraire, l'innovation enrichit l'enseignement académique. Et donc, il faut montrer dans une équipe que même les profs qui n'innovent pas du tout, à 0%, de par ce qu'ils transmettent, ils contribuent à l'innovation.
Et inversement, les profs qui innovent, en redonnant un certain goût et en mettant des étudiants en mouvement, ben, vont leur donner envie de resuivre des cours classiques. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est facile de le dire, mais ce n'est pas facile à faire, c'est qu'on a une approche dans laquelle on n'oppose pas l'innovation pédagogique. On dit l'innovation pédagogique, elle fait partie de l'ensemble. Et même des fois, moi, ce que je vous montre là, c'est une innovation qui est à 80%, parce qu'il y a quand même 20% de mon cours qui est un peu classique. Mais, enfin, en tout cas, dans les séquences, ça ressemble à du cours normal. Mais ce qui est important, c'est de savoir que des fois, vous pouvez innover qu'à 5 à 10%. Donc, mettez 5 à 10% de renversé, inversé, flexible, mutuel, gaming, ce que vous voulez dans votre cours. Mettez un peu d'innovation, ça suffit des fois à enrichir, mais surtout, ne pas vouloir créer une dynamique où tout le monde innove parce que, en fait, vous risquez de créer un chaos. Et puis, il y a une dernière observation, là, elle va vous étonner au début, mais en réfléchissant, elle ne va pas vous étonner du tout. Les profs, alors peut-être que vous ne serez pas tous d'accord, mais en tout cas, moi, c'est devenu une conviction à force d'observer ça. Les profs qui sont les plus performants, et je ne dis pas ça pour moi, hein, mais les profs qui sont les plus performants en innovation, ceux qui osent construire des choses, en n'ayant pas peur, en voulant expérimenter, ceux qui, je dirais, font des expériences avec leurs enseignants, ces profs-là qui innovent, c'est toujours des profs qui sont bons et qui aiment le cours classique et qui aiment les cours magistraux et qui n'ont pas de problème dans leur matière avec les élèves. Parce que si vous avez des difficultés dans votre enseignement académique, il ne faut surtout pas aller frapper à la porte de l'innovation, hein, parce que l'innovation, elle va vous enfoncer encore plus. Donc, si vous ne dominez pas votre matière, si vous ne savez pas parler à des étudiants, s'il n'y a pas le fond scientifique, vous ne commencez pas à vous aventurer dans des serious games ou du dessin ou des cartes postales, enfin des cartes mentales. Pardon. Monsieur Caillé, il y a deux mains levées. Pascal et Merville, je vois. Ces moments, Madame Cloistre ensuite. Oui, allez-y. Oui, juste une question. Au début, vous aviez dit que chaque chapitre était rédigé 2 fois, en fait. Ouais. Il y avait 2 équipes. En double, ils sont en double. Ouais. Non, c'est en double. Mais ça veut dire aussi que tous les étudiants ne participent pas à l'écriture de tous les chapitres. Et est-ce qu'au final, à la fin du cours, il n'y a pas des parties de cours qui leur ont échappé? Si, ils participent tous, parce qu'en fait, les chapitres sont consolidés par les autres. C'est-à-dire qu'il y a des équipes qui construisent le chapitre, et après, les chapitres sont travaillés par les autres. Donc, les autres contribuent et remplissent. C'est-à-dire qu'à la fin, quand j'ai un chapitre, il a été construit, mettons, à 80% par une équipe, et les 20%, c'est toutes les autres équipes qui l'ont enrichi. D'accord. Voilà. Et on fait la même chose pour les questions. C'est-à-dire que pour l'examen, toutes les questions de cours sont construites par les élèves. Pardon, toutes les questions d'examen sont construites par les élèves, mais les élèves construisent des questions sur des chapitres qui ne sont pas le leur. Ce qui fait qu'à partir de la 6e séance, chaque équipe va travailler à tour de rôle sur les chapitres des autres. Donc, c'est vraiment mixé. Bien sûr, un étudiant, quand il construit une partie d'un chapitre, il la connaît mieux que quand il enrichit une partie d'un autre. Ça, c'est normal. Mais après, il y a autre chose que je peux dire, c'est qu'avant, parce qu'on ne peut pas traiter tout le programme comme ça. C'est-à-dire qu'avant, je transmettais 100% de mon cours. Je transmettais 100% de ma connaissance. Et les étudiants n'en retenaient que 60, 70 ou 80 selon leur niveau. Rarement 100%. Aujourd'hui, avec cette méthode, quand je regarde la qualité et le contenu de ce qu'ils produisent, ils pourront pas produire 100% de ce que moi je leur donne d'habitude. Par contre, ils vont produire 75, 80%. Et les 75 à 80% qu'ils produisent, ça correspond toujours à ce qu'ils ont compris quand je leur fais le cours normal. Donc, j'évite de perdre du temps avec 15 à 20% du chapitre qui, de toute façon, arrivera avec des questions rouges. Et là, ça correspond qu'à 10% de mes élèves. Alors ceux-là, je leur dis, vous avez intérêt à creuser plus parce que le cours tel qu'il a été construit là, pour vous, au moins les 10, là, il n'est pas suffisant pour avoir le niveau en master. Mais comme ceux-là sont des élèves d'un certain niveau, ils lisent, ils construisent et ils n'ont pas de retard. Je vais juste terminer parce que sinon, vous n'allez pas comprendre. L'examen que j'ai créé, là, il est pareil, il est en ligne. L'examen, donc, tout ce que vous avez vu tout à l'heure, les histogrammes, les passagers clandestins, ça, c'est le contrôle continu. Donc, le contrôle continu, c'est par équipe, en gros, hein, même s'il y a des bonus. Par contre, l'examen, il est individuel. Donc, moi, je suis dans une université privée, mais nos diplômes sont publics. Donc, on est en convention avec l'université publique. Donc, les examens sont individuels. Et donc, les examens, les étudiants sont connectés, mais ils sont chez eux.
D'ailleurs, ils sont pas obligés d'être chez eux. Ils peuvent être chez des copains, ils peuvent être dans un Starbucks, ils peuvent être avec un grand frère ou une grande sœur qui est doctorant en génétique. Donc, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Donc, ils ont ce qu'ils veulent. Ils doivent se connecter. Ils ont accès à Internet. Ils ont accès à ChatGPT. Ils ont tous leurs cours. Ils ont accès à tous les cours qu'ils ont produits. Ils peuvent se connecter sur Internet et ils ont accès à toutes les questions. Ça veut dire qu'ils ont tout à leurs pieds. Sauf que l'examen, il est scénarisé. C'est-à-dire que l'examen, il est en direct, comme un jeu vidéo. Il est en direct, il se connecte à 8 heures du matin et toutes les 20 minutes, il se passe quelque chose. Et donc, par exemple, toutes les 20 minutes, il y a des tableaux qui apparaissent. Vous voyez, ici, vous avez un tableau. Ils doivent repérer leur nom. Donc ici, vous voyez, il y a les 12 équipes. Il y a des noms. Donc, par exemple, si une fille s'appelle Charlotte Mocotel, elle sait qu'elle est dans l'équipe 6. Donc, elle repère son nom et il y a un numéro. Et et donc, les étudiants n'ont que 5 secondes pour repérer leur numéro. Si en 5 secondes, ils ne repèrent pas leur numéro, ils sont morts. Donc, mais ils trouvent, 5 secondes. Et au bout de 5 secondes, apparaît ce chapitre et tous les étudiants ont des questions différentes. Donc, 20 minutes, une question, 20 minutes, une question. Donc, les étudiants ont 4 fois 20 minutes. Ils ont des questions différentes. Comme j'ai un pool de 100 questions, je peux les agencer comme je veux. Et vous voyez, par exemple, si je reviens en arrière, vous voyez que Charlotte, par exemple, elle a la question 22, mais que Louise, elle a aussi la question 22. Mais ils n'ont pas le temps de voir en 5 secondes. Ils n'ont pas le temps de voir qui a la même question. Et dans une équipe, personne n'a la même question. Et donc, ce qui fait qu'ils découvrent en 5 secondes la question qui leur est attribuée. La question, elle apparaît. Ils ont 20 minutes pour y répondre. Ils sont connectés et le format est imposé. Ils vont découvrir que le format est imposé. C'est-à-dire que pour répondre à la question, donc par exemple, vous voyez la question 20, qu'est-ce qu'une mutation de non-sens et quelles en sont les conséquences? Je vous rappelle, ils ont toute l'info autour d'eux. Ils ont toute l'info autour d'eux. Et bien, quand la question apparaît, on leur demande de répondre avec 2 schémas, un dessin, une définition, et le cadre, il est fait. C'est-à-dire qu'ils peuvent faire du copier-coller, mais ils sont obligés de le découper. Et donc, par exemple, quand je leur dis, pour répondre à une question, il faut définir 2 termes fondamentaux, il faut un schéma, il faut un lien, s'ils n'ont pas préparé tout le travail, c'est impossible. Donc, ils ont le monde à leurs pieds, on va dire, mais un étudiant qui n'a pas bossé le cours, un étudiant qui l'a survolé, le scénario de l'examen les met en condition. Alors, ils ont 4 fois 20 minutes et après, je leur laisse 25 minutes, 25-30 minutes pour peaufiner. Et là, je peux vous dire que pendant les 25-30 minutes à la fin de l'examen, s'ils envoient un SMS ou qu'ils téléphonent à un copain pour leur demander où t'en es, est-ce que tu peux m'aider? L'autre lui répond, écoute, j'ai pas le temps de faire ça, j'ai que 25 minutes pour le faire. Donc, cet examen, il est intéressant parce que, si vous avez compris, le but de l'examen, il n'est pas de contrôler leurs connaissances, puisqu'ils ont toutes les connaissances à leurs pieds. Ça a changé. Il y a plein de questions. Ouais, je termine avec cette phrase. Le but de l'examen, c'est est-ce qu'un élève, de manière individuelle, est capable, en un temps efficace, de mobiliser de la connaissance pour répondre à une question pointue qui lui est posée. C'est ça le but. Oui. Erwan? Une question, je prends la main, Erwan. Il y a une question en direct de Melville. Oui. Oui, j'arrive. Jean-Charles, oui. Là tu parlais du distanciel. Ton examen, comment tu le fais en présentiel? En présentiel? Oui. Ah, je ne le fais plus en présentiel. Avant, il était en présentiel. Ils avaient des tablettes. On utilisait des tablettes ou alors ils avaient des copies sur papier. Voilà. Ensuite, on a utilisé en présentiel au début sans document. Donc, ils devaient apprendre plus. Après, on a fait avec document, mais le format était plus imposé. Et l'examen, le modèle que je viens de vous montrer, je l'ai inventé lors de la pandémie, parce que quand il y a eu la pandémie, c'était plus possible de le faire. Donc, j'ai créé cet examen purement pour la pandémie. Et ça a tellement bien marché. Les résultats, ils sont tellement incroyables et que moi, mon temps de correction de copie, il est divisé par 5 pour la même pertinence. Quand les étudiants sont revenus, j'ai dit, je ne vais pas me refaire 80 copies à corriger. D'autant que là. Et donc, je les mets en situation parce que les 80 copies à corriger, en plus, au début, c'était du contrôle de connaissances. Donc, je filtrais les choses. Tandis que moi, je trouve beaucoup plus intéressant de demander à des étudiants de co-construire des choses, d'échanger entre eux, d'échanger avec le prof, de capitaliser des points. Plus tu bosses, plus tu as un score,
plus tu as un score élevé, plus tu as une bonne note de contrôle continu. Et le jour de l'examen, moi, ce qui m'intéresse, comme si j'étais ton patron demain ou ton maître de stage, est-ce que tu es capable de mobiliser de la connaissance en un temps efficace dans un format réduit? Parce que demain, il n'y aura jamais un de tes employeurs qui va te demander de réciter par cœur un manuel qui t'a fait apprendre. Surtout que demain, dans ton boulot, tu vas utiliser ChatGPT, Internet, etc. Donc, autant déjà utiliser ces outils dans le cadre de la formation. J'ai deux questions Ouais. sur la discussion qui relèvent un peu de la même thématique. Ouais. Une question de Marie-Elisabeth qui nous dit, si vous aviez à faire ce cours en format classique, cours magistral TD, est-ce que le nombre d'heures face à étudiants aurait été le même? Et une question assez proche de celle de, à moins que tu veuilles répondre La d'abord. réponse, c'est oui. C'est oui. Avant, je faisais 24 heures de cours, des cours de 2 heures avec une pause. J'en faisais peut-être une 26. Et là, mon face-à-face étudiant, c'est le même. Mon face-à-face étudiant est le même. Et mon boulot à la maison, il est un peu supérieur, hein, c'est vrai, mais il est beaucoup plus intéressant. Je ne corrige pas des copies, quoi. Et la question de Jérôme, avez-vous tenté d'évaluer le temps d'appropriation des contenus, ce qui permettrait de réfléchir à la question du temps académique? Ah, le temps d'appropriation, je ne comprends pas trop bien le temps d'appropriation. Le temps que mettent les étudiants à assimiler ces contenus-là. Jérôme va pouvoir prendre la parole puisqu'il est connecté. Oui, merci pour cette présentation. Je suis désolé parce que je la suis Ah, c'est pas un problème, merci Jérôme. Un pointillé. J'avais deux questions. Une question que j'ai posée précédemment, mais elle est passée. Mais celle-là, c'est effectivement, je vois bien le nombre d'outils mobilisés qui ont finalement un intérêt qui vise dans tous les cas à faire que les étudiants s'approprient le maximum de contenu et des contenus qui correspondent aux attendus. Mais je voulais savoir finalement, vous avez dit qu'il y avait une batterie finalement d'outils qui n'étaient pas à chaque fois mobilisés, qu'il fallait les sélectionner en fonction de ce qu'on visait. Mais on sait très bien que ce qui est un élément de choix souvent, c'est le temps académique dont on dispose, c'est-à-dire le temps qui nous est programmé par l'institution. Et finalement, ce qui nous manque parfois, c'est des outils, des données qui nous disent, ben voilà, les étudiants, pour que la grande majorité qui acquièrent ces contenus, il faut tant de temps, ce qui permettrait parfois de trancher des débats entre des enseignants qui considèrent qu'ils n'ont jamais assez de temps pour leur discipline. Oui. Alors, c'est vraiment intéressant. C'est vous qui êtes doyen, je suppose, parce que c'est une question de doyen, ça, je prends comme ça ressemble à ça. D'abord, sur la première partie de ce que vous avez dit, on ne vérifie pas que les étudiants s'approprient le maximum de choses parce que ce n'est pas le cas. En fait, les neurosciences montrent que pour qu'un étudiant s'approprie le maximum de choses, il faut de l'enseignement classique. Donc, un des mythes des neurosciences, il faut lire André Tricot et d'autres ouvrages, un des mythes des neurosciences, c'est de dire on a tous une façon différente d'apprendre. Ça, c'est faux. La recherche montre qu'on apprend tous de la même manière, d'un point de vue biologique, par rapport à la compréhension, les neurones, etc. Le contexte peut changer les choses, mais la façon d'apprendre, c'est la même pour tout le monde. Il y a des gens qui sont adaptés à ça et d'autres qui sont moins adaptés. Et donc, la meilleure façon d'apprendre le maximum de choses, c'est le cours magistral, à condition qu'il y ait beaucoup d'attention, de concentration, des élèves en pleine forme, qui écoutent le prof, qui posent des questions, qui font les exercices, etc. Mais ça, c'est connu depuis longtemps. Ça, c'est la méthode classique. Celle-là, elle ne marche plus à 100%. Par contre, elle reste la plus efficace pour apprendre le maximum de choses. Celle dont j'ai montré, interactive et autres, moi, au début, je pensais qu'ils apprenaient mieux, et c'est faux. Ils n'apprennent pas mieux avec ma méthode. Ce sont des méthodes qui, au contraire, elles facilitent les ancrages des connaissances. L'ancrage des connaissances est une façon différente. Donc, mes étudiants vont apprendre moins de choses, mais vont les apprendre mieux et les retenir plus longtemps. Et c'est pour ça que c'est l'hybridation qui est importante. Parce que vous ne pouvez pas tout passer en innovation, sinon il y aura des trous dans la raquette, et vous ne pouvez plus passer tout en magistral. Ensuite, il faut regarder le temps imparti, effectivement. Et moi, je travaille en école d'ingénieur, en faculté, il y a des filières,
il y a une perte de temps monstrueuse parce que moi, ça m'est déjà arrivé. On me demande de faire 20 heures de face à face. Et puis, quand je regarde le temps passé aux évaluations, j'ai fait 15 à 20 heures d'évaluation. Et donc, tout le temps que j'ai perdu à évaluer, j'aurais pu le passer à transmettre des connaissances. Ça m'est même déjà arrivé de passer plus de temps à corriger sur des petites interventions. Et puis, il y a les ECTS. Donc, les ECTS, ce n'est pas seulement le face-à-face. Enfin, ça, vous le savez, mais ça correspond à quelque chose de global. On apprend dans la classe, on apprend chez soi, et puis il y a le distanciel. Donc, effectivement, je ne réponds pas à toute la question parce que je n'ai pas la magie de la réponse, mais effectivement, le temps, la gestion du temps, c'est un incontournable quand on veut penser à ça. Donc, si on veut penser à l'innovation, à la pédagogie, tout ce qu'on veut, en fait, ce n'est pas tellement le problème du temps, c'est le problème de la gestion du temps. Comment on l'organise? À un moment donné, si on veut gagner du temps sur des choses, il faut arrêter de perdre du temps sur d'autres choses. C'est un peu facile de répondre comme ça, mais quelquefois, il y a des gens qui se butent en disant « j'ai pas le temps ». Mais moi, j'avais pas forcément le temps au début de faire ça. Mais j'ai investi sur un temps et je peux vous dire qu'aujourd'hui, depuis 10 ans, jamais plus. Pourtant, je fais du cours magistral, hein, mais je reviendrai en arrière de ça parce que la façon dont on travaille, la production, ça n'a plus rien à voir. Et j'ai un cours magistral en médecine. Donc, je fais cours en médecine. J'ai des promos de 150 étudiants. Donc là, les 150 étudiants, ils sont alignés. Tout est boulonné, je n'ai pas la photo, mais vous la trouverez. Donc là, j'ai 150 étudiants, j'ai 2 heures de cours, je n'ai pas le choix, hein, c'est 2 heures de cours, c'est de la médecine. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai introduit des exercices de classe renversée dans le cours magistral. Donc, quand je fais mes 2 heures de cours magistral, la deuxième heure, elle est classique. Il y a une pause au milieu. La deuxième heure de cours, c'est un cours classique. Vous rentrez dans mon amphi, c'est un cours classique. Par contre, la première heure, elle n'a plus rien à voir. La première heure, j'ai fait une demi-heure de classe renversée et une demi-heure de débat challenge. Et donc, la première heure de cours, elle prépare la deuxième. Et là aussi, vous allez pouvoir le voir sur mon blog, ça s'appelle l'amphi renversé. Enfin, je ne me suis pas trop creusé. L'amphi renversé. Et vous verrez la méthode et vous pourrez voir aussi le retour des étudiants par rapport au temps, les positifs et les négatifs. Je pense que Jérôme veut compléter. Oui. Oui, je voulais juste compléter ça. Un débat couple. J'ai du mal, j'entends pas bien. On voit ta question par SMS ou écrit là, parce qu'on ne comprend rien. Ah, pardon. Oui, je n'entendais pas. On entend, ça coupe beaucoup, puis il y a une résonance, c'est pour ça. Mais si vous l'écrivez, Catherine va me la… Ouais. J'ai fini, hein, je vais juste vous montrer le dernier dessin parce que celui-ci, c'est un des plus importants. Quand je vous dis que je publie sur mon blog les avis positifs et négatifs des étudiants, c'est pour la raison suivante. L'innovation pédagogique, c'est difficile de donner une définition à l'innovation. C'est quoi l'innovation? Par contre, parce que bon, c'est innover, est-ce que c'est faire du neuf, pas du neuf? Enfin, il y a plein de débats là-dessus sur innover en pédagogie. Est-ce qu'il faut obligatoirement innover, etc. Par contre, l'innovation, et ça, vous pouvez regarder partout autour de vous, l'innovation, produit, service, management, n'importe quoi, l'innovation, elle est toujours liée à l'usage. C'est-à-dire, s'il n'y a pas un usage, il n'y a pas d'innovation. Donc, si vous avez une idée créative, si vous dites, tiens, ça sera intéressant de faire ça, tant qu'on n'a pas expérimenté et qu'il n'y a pas un usage, ce n'est pas une innovation. Et une innovation, elle n'est jamais statique, elle bouge. Moi, ma classe renversée, depuis 10 ans, elle bouge, elle se transforme, etc. Donc, des fois, elle reprend des choses qu'elle a abandonnées 2-3 ans avant. Et une innovation, pour bouger, et c'est obligatoire, il faut absolument tenir compte du feedback régulier des usagers. Si vous ne faites pas ça, c'est-à-dire que si demain vous arrêtez le cours classique et que vous imposez à vos élèves la classe renversée de M. Caillet parce que vous avez trouvé ça génial et que vous l'imposez, ça ne s'appelle pas une innovation, ça s'appelle une transposition et vous êtes passé de la méthode A à la méthode B. Et vous pourriez très bien rester dans votre classe, dans un amphi, avec une craie, un tableau et 200 élèves devant vous et innover. On peut très bien innover dans un cours magistral si on fait évoluer son cours magistral en fonction d'un feedback régulier des étudiants. Donc, c'est pour ça que moi, à la fin de chacun de mes cours, et c'est le schéma que vous voyez, le dessin, à la fin de chacun de mes cours, mes étudiants, et quand c'est en ligne, ils utilisent le chat. Et d'ailleurs, vous pourriez le faire. D'ailleurs, faites-le avant, quand on aura fini la conférence ici. Faites-le, utilisez le chat. Sauf que le chat, ce n'est pas anonyme. Les étudiants sur papier, c'est anonyme. Et à la fin de chacun de mes cours, les étudiants, ils écrivent un point positif et un point négatif. J'ai appelé ça la note du 10 sur 20. Ils sont obligés de mettre 20 sur 20 et 0. Un point positif.
quelle est la partie du cours, l'exercice, c'est toujours la même question que je repose. Quelle est la partie du cours, l'exercice que vous avez le plus aimé et pourquoi? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Exemple, ils vont dire, moi, perso, j'ai bien aimé l'exercice des tableaux roulants parce qu'en équipe, j'ai mieux compris comment le vaccin fonctionnait. Et en dessous, quelle est la partie du cours, l'exercice ou autre que vous avez détesté, pas compris, que vous avez perdu du temps, que vous ne voulez plus refaire? Ils peuvent écrire, par exemple, moi, l'exercice du karaoké, ça va une fois, mais ça ne me plaît pas d'aller au tableau et de le faire. Donc, ils peuvent donner. Et donc, quand j'ai 80 étudiants et que les 80 étudiants quittent ma classe, je récupère 80 opinions positives et 80 opinions négatives. C'est obligatoire de mettre les deux. Les opinions, et c'est publié sur mon blog, hein, pas toutes, mais vous en trouverez. J'ai écrit en rouge un blog espace JC2, mais je vais vous le donner après. Mais si vous allez dans un moteur de recherche et que vous tapez blog espace JC2, c'est mes initiales, vous trouverez ces évaluations. Et donc, les évaluations positives, je n'en fais rien. Elles ne me servent à rien. Elles me servent juste à être content. Je me dis, oh, ça leur plaît, je vais le refaire. Je trouve qu'ils ont une satisfaction du client, entre guillemets, ou de l'usager. Par contre, les évaluations négatives, c'est des perles. Parce que les évaluations négatives, quand j'en ai beaucoup sur un domaine donné, je modifie l'exercice. Et donc, c'est toujours les évaluations négatives qui améliorent une innovation. Les évaluations positives, elles donnent l'envie de continuer. Donc, vous avez le positif qui donne envie de continuer et le négatif bienveillant, bien sûr, hein, qui donne envie de corriger pour améliorer. Et ça, c'est super important. Faites-le une fois dans un cours, quelle que soit votre méthode. Faites-le une fois, vous verrez, vous demandez à vos élèves, vous avez 50 élèves devant, vous leur demandez, ils prennent un petit bout de papier, quelle est la partie du cours que tu as préférée et pourquoi, et quelle est la partie du cours que tu n'as pas aimé et pourquoi. Enfin, et quand vous allez récupérer vos papiers, vous allez voir comment c'est intéressant de l'utiliser. Après, ça s'utilise, hein, faut pas. Et ça, c'est plus performant qu'une évaluation en fin de semestre. Parce que vous pouvez l'utiliser. Et les élèves, ils sont super motivés parce qu'ils savent que le cours d'après, il y a peut-être quelque chose qui va se passer. Alors que nous, les évaluations des enseignements, on fait ça depuis 25 ou 30 ans, eh ben, il faut forcer les étudiants à se mettre devant l'ordinateur et à mettre des notes pour évaluer. Mais ça, c'est un autre débat. Voilà, donc ça m'a échappé le temps, je ne sais plus où on en est, mais en tout cas, s'il reste encore, un petit peu dépassé le temps. s'il reste encore des survivants, c'est que c'est bon. Oui, il y a du monde encore. C'est parfait. On peut passer à la phase de débat. Ouais, il ne reste plus beaucoup de temps, mais après, s'il y a des questions. Il reste un quart d'heure, en fait. Ouais, c'est parfait. Je vais répondre à des questions. Si je vais récupérer vos questions, je pourrais vous répondre aussi par les réseaux sociaux, par mail aussi. Si vous avez mon adresse mail, je peux aussi vous envoyer des liens si c'est fatigant. Enfin, avec des liens, c'est plus facile. Puis vous avez des ouvrages et des choses comme ça. Est-ce que tu vas nous laisser le diapo pour les références ou... Oui. Parce que, en fait, mais tout ça, je vais vous le laisser, mais si vous tapez mon nom sur... Oui, on va trouver. Vous allez tout trouver, hein, tout est déjà publié. Je vais vous l'envoyer. Je vais vous l'envoyer, comme ça vous l'aurez tel que je l'ai fait. Mais il y a il y a des TEDx, il y a des conférences, il y a des webinaires. On a mis déjà des choses sur le site. On va faire un espace. En ligne, vous allez tout trouver. Mais c'est surtout intéressant si vous avez des questions particulières et personnelles, vous pouvez me contacter et puis on peut faire des visions, on peut discuter, faire des échanges de pratiques. Arrêter peut-être le diaporama là. Ah oui, pardon. Ça nous fera passer en mode vignette. Voilà, on pourra voir les gens. Et peut-être remettre vos caméras, ça aura un aspect un peu plus convivial pour se parler, si vous en êtes d'accord. Quand il y a eu la pandémie à 100%, j'ai fait tout mon cours sans voir les étudiants. C'est-à-dire que toute la classe renversée, elle a été faite comme ça, avec des rectangles noirs. Et ça a été dynamique. Hein. Ils travaillaient en équipe. Et le jour de l'examen, ils ont tous allumé. Leurs ordinateurs. Parce que le côté collaboratif, en fait, quand vous faites des enseignements à distance, il faut privilégier le collaboratif. Parce que vous motivez vos étudiants. C'est le sujet de la thèse de ma doctorante américaine. Elle évalue le taux de motivation et d'engagement des élèves dans un cours magistral quand vous mettez du collaboratif, et elle étudie 8 profs. Et moi, je suis seulement l'un des 8. Ça répond à une des questions de Jérôme Guérin tout à l'heure par SMS quand il n'avait pas de connexion. N'hésitez pas à prendre la parole
à ce moment-là? Je suis désolé de ne pas être avec vous. Donc, il faut réactiver vos… Vous pouvez prendre la parole, mais vous pouvez déjà aussi utiliser le chat pour écrire des points positifs et des points négatifs. Il y a énormément de remerciements dans le chat. Oui, ben, je vous remercie. Mais mettez du négatif aussi, ça m'intéresse. Mettez des points, vous écrivez plus ou moins. Par exemple, il y a des choses, vous dites ça, vous avez appris ce genre de choses, il y a ce genre de choses qui vous dites ça, j'ai envie de le faire. En quoi l'intervention de ce soir, elle peut vous donner envie de pousser quelque chose. Et puis, un point négatif obligatoire, ça, vous ne voyez pas trop, ça, vous vous demandez comment, ça, par contre, vous n'êtes pas d'accord. Mettez chacun un plus et un moins. Et comme Alors, ça, Catherine, elle sauvera. Oui. Il y a aussi une question du doyen, toujours, Oui. qui propose, et qui m'intéresse au premier chef, Oui. est-ce que votre université propose des curricula de formation pour les enseignants? C'est-à-dire, est-ce que vous avez l'équivalent du SIAM, qui est un service universitaire de pédagogie? Ouais, alors on a Hémisphère, donc la structure que j'ai créée, ce n'est pas une société, c'était un lapsus, c'est un laboratoire d'innovation pédagogique. Pardon. Donc on a un laboratoire d'innovation pédagogique, on monte des workshops, des ateliers, on monte des formations et surtout nous on fait des formations sur mesure en fait. Par exemple, je donne un exemple. Les 3 derniers mois, on a travaillé pour une faculté de théologie, pour une école de jeux vidéo d'animation numérique et pour une faculté, un institut de formateurs dans la santé, de professionnels de santé médicaux. Donc, trois instituts différents. Et on a construit les besoins, c'est-à-dire qu'avec la direction de l'établissement, on a construit quels sont les besoins de vos profs. Et pour donner une idée, l'école de numérique, par exemple, sans la citer, elle a dit, nous, les profs, on a fait un atelier, on a construit un atelier de 3 heures avec tous les profs et on a émergé de cet atelier 8 besoins. Et en fonction de ces 8 besoins, on a 8 besoins, on a dit, ces 3 besoins, on a monté 3 ateliers, ces 3 besoins, on a fait un webinaire et ces 2-là, on a fait venir un expert. Donc, on crée des formations sur mesure parce que ça marche mieux que des formations globales, quoi. Ouais, Jérôme qui lève la main et ensuite Anne. Alors, je ne sais pas, on peut essayer Jérôme, voir si ça passe. Je pense que mon son est meilleur, j'ai changé de connexion. Oui, on entend bien. Pas l'image, mais je change le son. Merci beaucoup. J'avais 2 remarques à faire. Donc, effectivement, merci Catherine d'avoir relayé ma question parce que même quand les curricula existent, les collègues ont toujours beaucoup de choses à faire et on a un service à l'UBO qui propose plein de choses intéressantes et vraiment en phase avec les problématiques du moment. Et souvent, on a beaucoup de collègues qui disent « oui, c'est vraiment très bien, mais on n'a pas le temps ». Donc ça, c'est une vraie problématique qui dépasse évidemment ce format. Alors, et l'autre remarque, c'était plutôt une remarque, c'est qu'en vous écoutant, moi, je pense, et ça a été dit plusieurs fois depuis que je l'ai écrit dans le chat, c'est qu'il faut arrêter de parler d'innovation pédagogique. Je pense que ça crée un clivage. Et en vous écoutant, j'ai plutôt entendu des interdépendances entre différentes méthodes qui, finalement, ont tout en commun d'avoir des enseignants qui maîtrisent leur contenu et qui aiment leurs étudiants. Ouais. Parce que comme ils aiment leurs étudiants, ils ont envie de chercher la meilleure démarche, la meilleure méthode qui va faire qu'à la fin du temps passé ensemble ou le temps passé à distance ou le temps qu'ils passeront seuls, ils auront construit quelque chose. Et ça, je crois que c'est ça l'essentiel. C'est-à-dire et on le voit dans les moments que j'ai écoutés et réussi à me connecter, que ce que vous avez transmis, c'est ça. C'est qu'il y a une passion quand même pour l'enseignement et que cette dimension, elle est essentielle. Ah ouais, et c'est comme ça qu'on… Voilà. Non, mais je suis vraiment d'accord. Faut aimer sa matière, il faut aimer les étudiants. C'est une interaction. Là où je suis moins d'accord, mais je comprends parce que moi aussi je le vis, le terme d'innovation pédagogique, il est galvaudé, on l'utilise pour tout. Mais l'innovation pédagogique, ça se définit vraiment. Et donc, innover, c'est vraiment, je veux dire, dans l'innovation, il y a vraiment… Nous, on s'est inspiré beaucoup du design thinking, on est allé travailler on s'est formé à des méthodes collaboratives. Et par exemple, s'inspirer, avoir l'inspiration, la créativité, l'expérimentation jusqu'à l'innovation, les innovations incrémentales de services, tout ça, ça existe et on peut les adapter en pédagogie. Sauf que en pédagogie, comme dans beaucoup d'endroits, on réduit ce terme d'innovation à faire du neuf ou de faire du différent.
comme si c'était la mode. Et je ferai la même critique avec le terme d'hybridation, parce que le terme d'hybridation, il est très, très souvent réduit à présentiel, distanciel, alors que ce n'est pas du tout ça l'hybridation. Il faut faire vraiment une différence entre, par exemple, un enseignement à distance avec un enseignement distancié. Parce que si vous faites exactement la même chose à distance qu'en présentiel, moi, je n'appelle pas ça un enseignement distanciel. C'est juste que vous avez filmé une pièce de théâtre et puis vous imaginez que quelqu'un va prendre du plaisir à la regarder sur un iPhone. Non, il y a des termes qui… En fait, il y a des termes que là où vous avez raison, je pense, c'est qu'il faut malheureusement arrêter de les utiliser parce que les gens, ils ne les utilisent pas avec leur vraie définition. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ouais, tout à fait. Et donc, nous, on préfère aussi, on essaie de parler moins d'innovation pédagogique, même si c'est ce qu'on fait, mais on parle d'évolution dans les pratiques. Évoluer dans les… C'est moins violent de dire aux gens, c'est intéressant d'évoluer dans vos pratiques, voilà, c'est… Parce qu'innover, il y a tellement eu de prosélytisme de l'innovation en disant c'est le monde nouveau, les élèves ont changé, etc. Mais il y a plein de mythes là-dedans. En fait, il faut juste faire des choses variées, composites, faire de la biodiversité. Et puis surtout, là par contre, jamais copier-coller une méthode. Autant un copier-coller peut être intelligent dans une copie, mais jamais dans une méthodologie. Il faut l'adapter à son contexte, à sa façon de faire cours. Chacun a son style. C'est ça, il faut faire passer des vraies émotions et pas vouloir copier. Sinon, les robots vont vous remplacer pour faire ça. Une question de Madame Bordron. Oui, alors moi, c'est une question plus pratique que ça, parce que du coup, votre salle, est-ce qu'elle est partagée par d'autres enseignants pour réaliser un peu le même genre de travail? Et est-ce que l'université, du coup, a investi dans plusieurs endroits ou comment ça se passe en fait? Alors nous, la salle que j'ai, des salles comme ça, c'est des grandes salles. On peut faire des îlots, bouger des tables. Nous, on a investi depuis une dizaine d'années, ouais, au moins, on a investi dans ce qu'on appelle des learning labs, salles d'expérimentation, etc. On a investi dans des salles assez larges, avec du mobilier qui bouge, on peut faire beaucoup de choses. Ça nous permet d'expérimenter des formats. Et puis, quand on n'a pas pu, on peut pas faire ça à toutes les salles, parce que la majorité de nos salles, c'est des salles classiques. Et on s'est rendu compte que quand on a des salles aménagées, eh bien, les profs tentent des choses, mais ce qui est intéressant, c'est de leur dire ce que vous avez tenté dans ces salles aménagées, est-ce qu'on peut pas le transposer dans des salles classiques? Parce que financièrement, vous pouvez pas vous payer des salles à des dizaines de, je sais pas, plusieurs dizaines de milliers d'euros en aménagement, si vous avez un nombre d'étudiants important. Nous à l'université, on a 40 000 étudiants, donc c'est impossible de faire ça. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de donner envie aux gens d'expérimenter dans des endroits, de manière à ce qu'ils le fassent aussi dans des endroits classiques. Donc, moi, très clairement, avec mes collègues, on peut faire travailler des élèves en îlot, en équipe, sans bouger les chaises, sans bouger les tables. Il y a des astuces. On peut les faire. Dans un amphi, on a fait des amphis renversés, où les étudiants bougent. Et bizarrement, à l'inverse, au début, ça va vous faire rire, mais au début, on a eu des profs qui sont venus dans ces nouveaux espaces aménagés. Ils ont dit « Waouh, c'est super bien », ils ont mis leurs élèves et ils leur ont fait des cours classiques. Et résultat des courses, quand on a demandé aux élèves « Alors, est-ce que la pédagogie ?» Ben non, la salle était bien. Mais après, ils en ont eu marre d'écouter un prof en étant en îlot. Parce que le prof, il faisait un cours classique avec un PowerPoint et il y avait la moitié des élèves qui devaient tourner leur tête ou alors ils s'amusaient avec les roulettes des chaises. Donc, les lieux, ça facilite, mais on peut très bien faire des choses super innovantes dans une salle classique et faire des choses hyper archaïques dans une salle qui a coûté très cher, quoi. On a une question sur la discussion de Barbara qui s'interroge sur un petit point de vigilance concernant les points attribués, les récompenses bonus qui semblent agir sur la motivation extrinsèque avec un système récompense qui peut questionner quid de la motivation intrinsèque et quid du long terme. Mais en fait, ils ne jouent pas leurs points. Ils ne savent pas les points que je leur donne. Je leur explique au début comment je vais attribuer des points. Je leur explique un peu. Ils savent qu'à chaque séance, ils n'ont pas des points. Donc, je vais donner un exemple. Les bonus. Un étudiant qui va plus souvent au tableau ou que je vois aider plus un autre, c'est souvent les mêmes. Donc, les bonus, moi, je les donne dans les premières séances et après, j'en donne plus. C'est un peu comme les primes et les salaires. Et je m'arrange pour qu'à la fin, c'est un peu choquant de dire ça, mais c'est l'image. Je m'arrange pour qu'à la fin, leur note de contrôle continu, ça correspond plus à un salaire qu'à une somme de primes.
parce que c'est souvent les mêmes qui peuvent accumuler des primes. Et donc, moi, je ne suis pas derrière eux avec un post-it en train de leur mettre des points. Et ils ont compris le système, parce que mon tableau Excel, je leur donne des extraits. Ils ne l'ont pas dans la totalité, hein, je leur donne pas mais je leur montre comment je le construis. Et je peux vous dire qu'ils sont tellement pris par les activités, il y a tellement de livrables à faire. En fait, c'est une fourmilière, hein. Je vais vous dire, hein, ils arrivent à 8 h du matin, à 8h01, vous rentrez dans la classe. Ma classe, elle est ouverte, hein, les portes sont ouvertes. Et il y a des profs qui rentrent. Donc, j'ai toujours des profs dans ma salle. Donc, quand j'ai 80 étudiants, j'ai 2-3 profs qui viennent. Et ben, le cours, il commence à 8 h. À 8h01, c'est une fourmilière. Et à 10h-1, on doit les mettre dehors. On doit les mettre dehors, ils n'ont pas vu le temps passer parce qu'ils sont actifs, ils ont des choses à faire. Et je leur dis, vous avez cours, là, sortez de la salle. Ils vont dans un autre cours. Et ils ne voient pas le temps passer. Et je ne dis pas ça pour dire que c'est bien, parce que c'est aussi parce qu'ils ont beaucoup de boulot. Et ils disent que c'est fatigant. Ils disent que quand ils ont 2 heures de cours, ils ne voient pas le temps passer parce qu'il y a plein de choses à faire. Et à la fin de chaque cours, il y a une production. C'est comme s'ils rentrent dans un atelier et qu'à la fin de chaque cours, leur chef-d'œuvre, entre guillemets, leur chapitre, il bouge. Donc, ils ont l'impression pendant 2 heures de construire. C'est pour ça que mon premier dessin, c'est des fourmis sur un échafaudage. Parce que je leur dis, vous allez construire le cours. Do it yourself. On arrive à la fin de cette conférence interrompue. Mais quelle énergie, Jean-Charles. Vous aussi, vous m'avez posé plein de questions, puis je suis sûr que vous en avez encore. Il y a Mettez-moi des points positifs et négatifs que j'en ai pour Est-ce qu'il y a des personnes qui ont envie de prendre la parole pour terminer? Et merci beaucoup. Il y a beaucoup de remerciements. De toute façon. Moi, je vous remercie d'avoir accepté que je sois à Toulouse, parce que là, demain, j'ai du monde. Oui, vas-y, je t'en prie. Oui, vous nous avez montré votre belle fourmilière et vous aviez dit que vous nous montreriez votre place. Dans la fourmilière? Oui, et vous nous l'avez dit. Ouais. Ou est-ce que vous souhaitez que ça reste en suspens? Non, en fait, on n'en a pas parlé beaucoup, mais c'est dommage, c'est la posture. Parce que, en fait, j'ai montré beaucoup d'exercices, beaucoup d'activités, mais il y a des moments, il y a des changements de posture qui sont intéressants. Parce que souvent, on dit qu'il faut changer de posture, mais moi, je parle du changement de posture avec un S, parce qu'il y a des moments, il faut prendre la posture du prof. Donc, il y a des moments, je transmets du savoir. Il y a des moments, je prends la posture de l'élève. Donc, c'est vraiment intéressant de changer un peu de peau comme ça. Et pareil, tout à l'heure, j'ai parlé des hybridations. Je mets aussi au pluriel hybridation, parce qu'il y a des hybridations académiques innovants, individuelles, collectifs, présentielles, distancielles, etc. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes dans les hybridations et dans les postures. Et donc, c'est pour ça que ma position dans la fourmilière, elle bouge pas mal quand même. Enfin, j'ai pris la fourmilière parce que les étudiants, ils vous poussent souvent à redevenir le prof, quoi. Mais ils vous poussent, mais tant mieux, parce que mais le rapport avec eux, et puis aussi, par exemple, quand ils vous posent une question et que vous dites moi je leur mets un point, par exemple, pour donner une idée. Quand un étudiant me pose une question dont je n'ai pas la réponse, eh bien, il est valorisé. Il est valorisé. Quand un étudiant interagit et qu'il donne une mauvaise réponse, mais que cette mauvaise réponse, elle suscite un débat, il est valorisé. Donc, ça veut dire que si, par exemple, il y a un étudiant qui dit oui, mais je crois que telle enzyme, elle fonctionne comme ça, puis c'est complètement faux, hein. Et je dis, ah bon, c'est intéressant, il faudrait que tu m'expliques, et vous êtes tous d'accord. Puis s'il y en a un qui dit, bah non, pas tout à fait. Et si je vois que, par exemple, il s'est passé quelque chose, je peux mettre un point pour l'élève qui a relevé, mais je vais mettre toujours un point, toujours pour l'élève qui a suscité le débat. Parce que grâce à lui, il s'est passé quelque chose. Parce que celui qui n'ose pas, donc ils sont aussi valorisés sous cette forme-là. Donc ils savent que ce qui est important, c'est de contribuer, c'est de construire, quoi. Voilà. Après, je vous montre, comme quelqu'un d'entre vous l'a dit tout à l'heure, je vous montre un peu le côté brillant qui fonctionne, etc. Je vous dis, il y a 20% de difficultés, de problèmes, il faut régler ça, c'est de la mécanique, hein, c'est pas. Mais franchement, j'ai pas plus de problèmes dans cette méthode que dans une méthode classique. Par contre, j'ai beaucoup plus de plaisir à résoudre les problèmes dans cette méthode que résoudre les problèmes dans une méthode classique. Merci beaucoup. On va peut-être s'interrompre là. Oui, parce qu'il faut que j'aille. Ouais. Faut que j'aille manger, puis en même temps, j'ai ma conférence de demain préparée. Voilà, et puis nous, on a les assises demain. Oui, voilà, puis je vous remercie. On est vraiment ravis. Je dis à demain
aux collègues, aux courageux qui sont encore là. Oui, merci à vous. On en tout attend cas. avec beaucoup d'impatience demain à 9 h. Et puis, je te salue vraiment et je te remercie très chaleureusement, Jean-Charles, de la qualité de ces échanges. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui voudraient le poursuivre. Je te tends la perche. Hein. Moi, je peux venir à Brest et vous faire un atelier de 3 heures. Là, vous allez de 3-4 heures. Là, vous allez les vivre. Et quand je fais je fais beaucoup d'ateliers pour partout dans toutes les. Quand on fait 4 heures d'atelier, c'est autre chose qu'une conférence, même interrompue. Oui. Mais je pense que ça pourrait nous intéresser parce qu'il y a beaucoup de gens qui souhaiteraient ça. Donc, ça fait partie des possibles. Ben, écoute, merci encore. Oui, merci à vous. Puis bonne journée pédagogique à vous. Oui. À Au demain. revoir. Ça faisait Au revoir. À demain. Bonne soirée. Au revoir.